Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passionné. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre enthousiasme et vos chouettes retours sur le premier épisode. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir la suite. Pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est Mehdi qui se prête au jeu en venant nous faire découvrir l'univers immense de sa passion, l'astronomie. Et quand je dis immense, je pèse mes mots. Vous le verrez d'ailleurs au fil de l'épisode que cette activité va bien au-delà des frontières de l'observation du ciel. À la croisée des chemins, entre physique, poésie, philosophie et même politique. Petite mise en contexte, on a enregistré cet épisode très tard le soir dans une maison de vacances peu après une nuit passée à observer le ciel ensemble. Autant vous dire que l'ambiance était là. Et malgré la fatigue, je me suis totalement laissée embarquer par le sujet. J'avais vraiment une tonne de questions et Mehdi y a répondu avec beaucoup de générosité. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir ça tout de suite. Et on démarre avec cette première question. C'est quoi pour toi la définition d'une passion ? Ouah, c'est une question hyper large, difficile, qui met à l'épreuve, je trouve. Qu'est-ce que c'est la définition de la passion ? Je trouve que c'est une question qui est intéressante parce que j'ai le sentiment que beaucoup de gens se disent passionnés par des choses ou à l'inverse ont le sentiment de ne pas avoir de passion, alors qu'en fait personne ne sait exactement vraiment de quoi on parle. Pour moi, une passion, c'est quelque chose vers lequel on revient avec plaisir et une gourmandise qui est quasiment inépuisable, même quand ça fait déjà, je sais pas, 15 ou 20 ans qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Moi, c'est le cas avec l'astronomie. Alors, je sais pas si c'est le cas avec les frites, mais bon, en vrai, ça fait 20 ans que j'adore manger des frites, mais non, l'astronomie, c'est ça, c'est vraiment un truc. Moi, je me suis intéressé quand j'avais 5 ans, et en fait, à 36 ans, aujourd'hui, j'y reviens encore avec un intérêt qui s'est jamais amenuisé, quoi. Ça a toujours été la même intensité. Donc, pour moi, une passion, c'est ça, c'est vraiment un truc. Peu importe le nombre de fois où tu y reviens, c'est un peu une zone presque safe en fait, un truc qui te stimule et qui te stimulera toujours. Et donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet de cet épisode-là, donc on va parler astronomie, comme tu as dit. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est, ce que ça représente exactement cette discipline ? Je fais pas de sémantique, mais il me semble que astronomie, donc c'est la science des astres, s'il fallait partir là-dessus. Donc la science des astres, c'est une façon très simple de parler de l'espace et des gens qui s'intéressent à l'espace de manière générale. Donc pas juste les astres, mais en fait aussi ce que ça raconte sur nous, ce que ça raconte sur nos origines, sur l'espace de manière générale, au-delà des astres, quoi. Donc voilà, pour moi l'astronomie c'est ça, c'est tout ce qui est lié au cosmos et à ce qui est au-delà de la Terre, quoi. Bon, la Terre en fait partie, bien sûr. C'est vrai qu'effectivement, je pense que quand on parle d'astronomie, la plupart des gens, moi la première, quand on m'évoque ce mot, on va penser avant tout à tout ce qui est observation des étoiles, reconnaissance des constellations, mais c'est une science qui va quand même bien plus loin, qui est quand même bien plus large. Pour préparer un peu cette interview, en tout cas, moi je suis allée chercher la définition de l'astronomie. Et j'ai trouvé l'astronomie, c'est la discipline scientifique qui étudie les objets célestes afin d'expliquer leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur origine et leur évolution. C'est beaucoup plus large. Et ça a été complété par « elle prend sa source dans l'observation des étoiles ». Et ce que j'aime bien du coup dans cette définition, c'est que l'observation des étoiles, c'est vraiment que l'introduction de cette science. Donc, comme tu le disais, oui, c'est beaucoup plus large, c'est un champ d'études beaucoup plus important. Toi, du coup, dans ta pratique, est-ce que tu vas plus loin que l'observation des étoiles ? Est-ce que tu vas du côté vraiment études, expérimentation, apprentissage C'est quoi, toi, ton champ d'expertise, de pratique de cette discipline, en tout cas ? Alors effectivement, moi je dirais pas que j'ai une expertise sur le sujet parce que c'est vraiment un truc que je fais à hauteur d'amateur, quoi. Mais je trouve que la définition que tu m'as donnée, elle est hyper intéressante parce que du coup, elle dit que l'origine, c'est l'observation. Alors j'imagine l'origine en tant que discipline. Mais à titre individuel, je suis pas sûr que ce soit vraiment la réalité pour pas mal d'amateurs d'astronomie, pour une raison simple, c'est que tout le monde n'a pas accès aux étoiles. Moi, je sais que, en tant qu'astronome amateur, mon appétence pour le sujet n'est pas née de l'observation parce que j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une bulle de pollution lumineuse et de pollution tout court, en fait. Et quand on lève la tête, là où j'ai grandi, on voit pas les étoiles. Ou alors on voit les plus brillantes, deux, trois plus brillantes quand on a de la chance, mais donc c'est pas une passion qui est née de l'observation, c'est une passion qui est née de l'introduction à ça existe, ça nous dépasse, et dans des livres par exemple, ou des professeurs, ou n'importe quoi, on en a parlé, et la passion est née de là, mais elle est pas née du fait d'avoir levé la tête, d'avoir vu ce qu'il y avait au-dessus de nous, parce que j'y avais pas accès. Et c'est peut-être ce qui différencie mon parcours de d'autres personnes qui ont grandi dans des milieux ruraux, qui ont eu accès aux étoiles. Et là on rentre dans un sujet politique, parce qu'en fait la pollution lumineuse est pour moi un sujet politique majeur.
Je fais une petite parenthèse rapide déjà, mais je pense à toutes les personnes dont je suis un représentant, moins aujourd'hui, mais dont je l'étais à l'époque, qui vivent dans des quartiers défavorisés, qui sont souvent des quartiers notamment à Marseille, là où j'habite, mais qui sont des quartiers qui sont en autarcie du reste du monde, en autarcie économique, en autarcie sociale, en autarcie culturelle. On leur donne pas accès à ce qui permet l'émancipation intellectuelle, émotionnelle, etc. Et la pollution lumineuse les prive du seul truc qui pourrait leur donner une échappatoire et une idée de quelque chose de plus grand. Que en fait, la vie ne s'arrête pas aux quatre murs de la cité, quoi. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on devrait tous avoir de manière égale, l'accès au ciel. Le fait de pouvoir lever la tête et dire, mais en fait, l'univers est beaucoup plus large que la simple frontière de ma vie personnelle. Et ça, pour moi, c'est un sujet politique. Que le fait que les gens les moins favorisés soient aussi ceux qui soient privés d'un accès aux étoiles. Voilà, je pensais pas commencer par ça, mais c'est un sujet important pour moi. Non, mais c'est hyper intéressant. J'avais même jamais pensé, tu vois, à cette observation-là. En tout cas, ça m'était vraiment jamais venu à l'esprit. C'est cool que ce soit soulevé, en tout cas ici. Tu disais, du coup, donc, que t'as pas découvert l'astronomie justement en ayant forcément accès aux étoiles depuis chez toi. Il me semble que tu disais que tu as découvert à 5 ans. En fait, je sais pas forcément à quel âge j'ai découvert l'astronomie, mais je sais que c'est dans ma vie depuis aussi loin que mes souvenirs me permettent de remonter. Donc je pense que vers déjà 5-6 ans, c'était déjà un truc qui m'intéressait pas mal, quoi. Et t'arrives à te souvenir ce qui t'a mis les pieds dedans, ce qui t'a fait t'intéresser à ce sujet, ou bien qui t'a fait découvrir ça? Non, mais si je dois essayer de naviguer dans les souvenirs un peu flous, je pense que c'est les livres d'images, un peu comme celui que tu me montrais avec ta fille, mais des livres d'images qui représentaient un peu les planètes. Et je pense que mon premier souvenir, c'est de me dire, mais c'est quoi ces grosses boules de couleurs? C'est incroyable. Et quand je comprends ce que c'est, je me dis, mais donc du coup, c'est d'autres planètes, d'autres endroits où les gens peuvent marcher, etc. Après, non, je comprendrais que c'est pas forcément des endroits où on peut marcher, mais à l'époque, ça me fascinait. Et je pense que déjà très tôt, le côté waouh, en fait, tout est beaucoup plus grand que ce qu'on nous fait croire. Déjà, ça m'avait un peu foutu une énorme baffe, quoi, tu vois. Et je pense que c'est cette baffe-là qui a généré l'engagement passionnel, quoi. Parce que l'astronomie, c'est ça, c'est des baffes un peu successives sur, en fait, waouh, l'univers est un truc incroyable. Et voilà. Est-ce que tu arrives à te rappeler ce que c'est ton plus lointain souvenir d'observation d'étoiles? Ou vraiment un moment où tu as pris le temps, tu vois, de te poser et d'observer le ciel en tant que astronome amateur ou en tant que débutant là-dedans, quoi? Alors, comme mon rapport à l'astronomie est pas vraiment lié à l'observation, enfin d'abord c'est donc un rapport, il faudrait que je trouve le mot, mais qui est plus lié au concept et aux idées et aux données, quoi. C'est marrant parce que du coup mes premiers souvenirs d'observation un peu balbutiantes, un peu j'observe le ciel sans bien comprendre ce que je regarde, enfin sans bien comprendre voilà, où sont les constellations, quelle étoile, etc., etc. C'est au ski, enfin dans un séjour à la montagne quand j'avais genre 18 ou 19 ans. Donc en fait, c'était pas si jeune, quoi. C'est vraiment, j'ai vécu quasiment 15 ans sans trop regarder le ciel et essayer de le décoder. On était à la montagne, et en fait, à la montagne, il y a eu ce truc, cette espèce de petite baffe de attends, mais en fait, on voit quand même beaucoup plus de choses ici que du haut du balcon de ma cité. Et là, je me suis dit, mais ça peut être rigolo d'essayer de comprendre en fait ce que je regarde, où sont les constellations, etc. Et donc là, j'ai commencé à regarder un peu des bouquins parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément un accès aussi démocratisé à Internet avec les téléphones. Mais donc j'ai ouvert un bouquin, j'ai dit ah ouais, donc en fait ça c'est telle constellation, ça c'est telle constellation, et j'ai commencé à repérer vite fait la Grande Ourse, vite fait Orion, qui sont les constellations un peu les plus faciles à repérer. Donc voilà, je pense que c'était à la montagne quand j'avais peut-être 18-19 ans, un truc comme ça. Et donc toute cette période avant vraiment de te mettre à l'observation, c'était plutôt une période de prise d'information, de lecture de livres, tout ça? Même de franche gourmandise pour ça, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y avait un livre quelque part sur les planètes, l'astronomie, les étoiles, etc., systématiquement, je l'ouvrais et je le commençais, je le terminais, parce que c'était vraiment un truc. C'était pas une obsession, c'est-à-dire que je n'allais pas les chercher, pas dire genre à ma mère, ouais, on peut aller à la bibliothèque chercher un livre. Mais dès que j'en voyais, je les ouvrais et je les lisais parce que ça faisait le même effet que, je sais pas, pour un amateur de manga qui voit que le dernier numéro de son manga est sorti et qu'il le voit en magasin et il veut absolument l'ouvrir et regarder ce qui se passe dedans. Moi, c'était un peu ça, quoi. C'est pour ça que je parle de passion, c'est que j'y revenais systématiquement avec énormément d'intérêt, quoi. Mais du coup, c'est fou parce que pendant toutes ces années, tu as dû emmagasiner une quantité d'informations et de données avant de pouvoir vraiment les exploiter. Enfin, je me dis, la première fois du coup que tu as vraiment pris le temps d'observer, mais ça a dû être
un truc Mmh. de dingue parce que tout ce que tu avais emmagasiné et attendu pendant tout ce temps, mais là, c'était enfin sous tes yeux. Et en plus, tu avais les connaissances pour l'observer parce que quand tu es en dehors de cette discipline et de ces connaissances, quand tu regardes le ciel, tu peux t'émerveiller de sa beauté, tu as Mmh. quelle connaissance, mais il y a beaucoup de choses qui échappent. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que l'astronomie, c'est un domaine où il n'est pas nécessaire de savoir pour déjà profiter et s'émerveiller. Je pense qu'il y a différents niveaux d'implication personnelle dans l'astronomie, mais déjà, effectivement, s'allonger et lever la tête, c'est déjà quelque chose qui provoque, je trouve, en tout cas chez les personnes qui ont envie d'être émotionnellement un peu bousculées, quoi, qui provoque quelque chose, quoi. C'est-à-dire voir les étoiles et se rendre compte, même, je pense, de manière inconsciente, sans avoir les données, sans avoir les chiffres, que ce qu'on regarde est vraiment très, 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 très loin. Et donc, on est très, très petit. Et je pense que c'est pas pour rien que même des personnes qui n'ont pas de connaissance de ça ont le vertige en levant les yeux. C'est qu'en fait, on se rend tous compte que c'est vraiment vertigineux comme truc, quoi. Je pense que tout le monde a un rapport à ça, mais qui est très différent selon les gens. Et donc moi, le mien, effectivement, est peut-être un peu particulier, et je m'en rends compte là en parlant. J'avais pas forcément verbalisé ça avant, mais oui, c'était que de l'accumulation de données, de connaissances, etc., avec les images, bien sûr, parce que je voyais pas, mais je voyais quand même les images que je trouvais. Tu vois, quand dans un livre pour enfants, tu tournes une page et que tu vois une photo d'une nébuleuse ou des restants des réminiscences d'une supernova, t'es là. Mais c'est incroyable, enfin, c'est vraiment toutes ces couleurs, toutes ces lumières, etc. C'est une dinguerie. Moi, donc j'avais pas l'observation directe, mais j'avais l'observation par les images, etc. Mais je suis même pas sûr, en fait, que la première fois que j'ai vraiment levé les yeux au ciel et que j'ai commencé à vite fait comprendre quelle étoile était dans quelle constellation, je pense que le lien a pas été fait immédiatement avec toutes les connaissances que j'avais acquises. C'était presque 2 trucs séparés. C'était: «Ouais, bah, ça, c'est rigolo d'aller regarder les constellations et cetera». Du coup, c'était presque, pas de l'astrologie, mais c'était, reconnaître les dessins dans le ciel que font les étoiles. Mais c'était assez distant de tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissances sur, bah, l'origine des planètes, et cetera, et cetera. C'est que plus tard, je pense que j'ai fait la connexion entre les 2. Mais du coup, c'est bien, ça me fait réfléchir. T'as dit un truc, pour reprendre tes mots, t'as dit: «L'astronomie, c'est une discipline où t'as pas besoin d'avoir les connaissances pour en profiter parce que n'importe qui peut être émerveillé, avoir le vertige en regardant le ciel». Et c'est d'autant plus vrai que je pense que c'est une des plus vieilles sciences qui existent probablement parce que je pense que de tout temps, l'homme a regardé, vers le ciel et a marqué, ce qu'il voyait, a interprété. Ah bon, après Mmh. il y a peut-être, eu un peu d'imaginaire aussi autour de tout ça, mais de tout temps, ça a existé. Et du coup, en faisant mes recherches, j'ai même vu une phrase qui m'a interpellée et que j'ai trouvée trop bien. C'est que l'astronomie, c'est une des rares sciences où même les amateurs peuvent faire avancer le sujet. Rien que cette phrase, je trouve qu'elle donne encore plus envie de regarder le ciel et de juste se prendre quelque temps pour observer ce qu'on a Mmh. au-dessus de la tête. C'est trop incroyable, Mmh. quelque chose d'accessible comme ça et où n'importe qui peut apporter sa pierre à l'édifice, si petite qu'elle soit. J'ai pas de billes par rapport à d'autres domaines, des sciences, donc je sais pas, tu vois, par exemple, les infectiologues, je crois que oui, c'est dit comme ça, ou n'importe quel autre, les biologistes, je sais pas dans quelle mesure les amateurs peuvent faire avancer, d'autres domaines de la science, mais c'est vrai que dans l'astronomie, en matière d'astronomie, il y a des amateurs qui sont chevronnés, donc qui ont des équipements chez eux notamment, et qui sont capables, enfin qui ont déjà par le passé, découvert des astres avant, les professionnels. Par exemple des comètes qui ont été repérées par les amateurs. Ouais, enfin il y a des objets, astronomiques qui ont été repérés par les amateurs avant d'être repérés par des professionnels. Donc c'est vraiment un truc qui appartient à tout le monde et où en fait, bah, je dirais pas n'importe qui, parce que je pense que ça implique un investissement fort, tu vois, une présence régulière dans l'observation du ciel, mais ouais, c'est chouette que ce soit c'est presque démocratique, on peut le dire. C'est un truc qui appartient à tout le monde, quoi. Et puis surtout, tu pas besoin de perfectionner à fond pour vraiment profiter, de cette discipline et ça, c'est quelque chose qui est beau parce que ça reste une science quand même, et puis bon, quand on pense aux astrophysiciens et tout Mmh. ça, on se rend compte des années d'études, des Mmh. années d'investissement, de connaissances, d'interprétation et cetera. Mais, ça reste quand même quelque chose, à mes yeux en tout cas, qui est plus accessible que certains arts par Mmh. exemple, où vraiment il faut voir la Oui, oui. performance, Il y a des la codes et cetera, il mmh. faut comprendre, quoi. Je crois que là, il y a pas forcément besoin de comprendre en astronomie. Déjà juste, se laisser, comment dire? Gagner par, la magie de ce qu'on voit, quoi. Depuis que tu t'es initiée à l'astronomie, du coup, tu t'es jamais arrêtée? Ça c'est jamais quelque chose que tu as mis en pause ou dont tu t'es désintéressée à un moment? Ça a vraiment été quelque chose de toujours présent, dans ta vie?
Oui, enfin, alors après, évidemment, c'est difficile de se rappeler des 36 années de ma vie, mais je pense que ça s'est jamais arrêté parce que, en fait, mon rapport à l'astronomie est un rapport de, comment dire? C'est presque une Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire que quand ça va pas, quand je suis un peu, auto-centré sur enfin, je me prosterne moi-même sur mes problèmes ou sur mes soucis, sur des états émotionnels compliqués, le fait de me raccrocher à l'astronomie, m'aide systématiquement à prendre du recul sur les choses, sur mes propres émotions. Ça me fait redescendre. Je sais pas, peut-être que les gens qui aiment les plantes, c'est pareil, ou les arbres, ou je sais pas, ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel autre domaine de la science. Mais comme l'astronomie nous ramène à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien et qui m'a façonné en tant que personne, qui m'a façonné politiquement. Je pense que l'astronomie a une place importante dans ma perception politique du monde. Donc oui, c'est quelque chose qui est indissociable de mon identité, quoi. C'est pas quelque chose dont je peux m'écarter et sur lequel je peux revenir parce qu'en fait, c'est ancré en moi de manière presque identitaire, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu te sens quand tu prends du temps pour, soit l'étude, soit l'observation? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que c'est un moment de pure détente et Mm. de contemplation ou au contraire, est-ce que c'est de la concentration ou même autre chose, hein, Hmm. complètement? Ouais, c'est rigolo comme question parce que je me suis jamais trop posé la question de ce que je ressentais quand je regardais ou quand j'en parlais. Parce que du coup, j'anime quand même pas mal de soirées astronomie, etc. Et en fait, bon, si je dois réfléchir à ce que je ressentais à ce moment-là, c'était quand même souvent de la pression parce que j'avais envie de faire bien et que les gens soient intéressés et que les gens repartent avec des émotions positives. Mais quand j'en parle, quand j'ai pas la pression et quand j'en parle un peu librement, je sais pas, il y a un côté, ouais, je me sens bien, quoi. Je me sens vraiment heureux et je pense que du coup, il y a des chances qu'un jour, enfin, si j'ai moyen de vivre un jour de ma vie du fait de parler des étoiles à des gens, de faire des soirées comme ça, je pense que j'hésiterais pas. C'était un truc qui permettait de vivre. Peut-être que les gens en vivent, je sais pas, mais je me suis jamais trop renseigné, mais oui, ça me rend heureux. Quand je regarde les étoiles, ça me fait du bien. En fait, on peut pas être passionné d'un truc si ça ne me rend pas heureux, quoi. C'est ça le truc de la passion, c'est que quand on s'y plonge, ça nous fait entrer dans un état presque de méditatif, quoi. Moi, ça me fait entrer dans un état méditatif. Beh, c'est sûr, une passion, ça c'est forcément du ressenti positif, mais tu sais, il y a des gens qui sont stimulés par, la performance, par, Hmm. l'acquisition de compétences ou par le Oui, c'est vrai. challenge ou Hmm. par, c'est pour ça que Hmm. j'aime bien me poser cette question parce que c'est encore une fois quelque Hmm. chose, comme la définition de la passion, qui diffère vraiment d'une personne à C'est l'autre. sûr. Oui, j'imagine bien quelqu'un qui est passionné d'athlétisme et ça fait pas rentrer dans un état méditatif, ouais. Non, Oui, ouais, non, je ça pense. ça paraît logique. Quand je t'ai proposé, de parler avec moi d'un sujet, tu m'as énoncé plusieurs autres passions. Ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que tu arrives à savoir ce qui se démarque de tes autres, passions? Qu'est-ce que l'astronomie a de Hmm. plus par rapport au reste ou de différent en tout cas? Waouh. Bah, du coup, ça renvoie un peu à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quoi une passion? J'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, centres d'intérêt très forts, enfin, notamment les jeux vidéo, le basket ou, voilà, dédicace à Thomas Pesquet. Je saurais pas dire si c'est des passions au même niveau que l'astronomie, quoi. Je pense que les jeux vidéo, c'est peut-être plus j'ai un intérêt fort et c'est un peu un refuge, quoi. Un refuge. Non, ça reste quand même une passion parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse fort et dont j'aime bien parler. Donc, c'est quoi la différence avec mes autres passions? Bah, disons que voilà, c'est pas peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais ça fait. Les autres font peut-être moins partie de mon identité, alors que l'astronomie est vraiment partie de mon identité en tant que personne. Mais en vérité, je suis même pas sûr de ce que je dis parce que le jeu vidéo aussi et le basket aussi. Donc, non, c'est très compliqué. Je saurais pas dire c'est quoi la différence. La différence. Je pense que dans ma vie, je me suis. Par exemple, tout à l'heure, tu posais la question est-ce que parfois j'y suis revenu, est-ce que parfois je m'en suis écarté? Le basket, je m'en suis écarté par moment. Et même si ça, je pense, peser sur mon équilibre perso, j'aurais pu faire autre chose. Tu vois, faire un autre sport, même si j'adore le basket plus que tous les autres sports, mais j'aurais pu faire autre chose, tu vois. Alors que l'astronomie, il n'y a rien qui remplacera l'astronomie, à mon avis. Parce qu'il n'y a rien qui te fait sentir comme l'astronomie. Voilà. Alors que toi, les jeux vidéo, potentiellement, enfin, c'est pas la même chose, mais il y a le cinéma, tu vois, ou la lecture qui peuvent te provoquer des émotions relativement similaires, même si c'est pas la même implication, parce que t'as pas le côté incarnation, etc., tu vois. Mais ça peut être des substituts, qui sont pas pareils, mais des substituts. Moi, je sais, quand je vois un bon film, ça peut me provoquer certaines mêmes sensations que quand je joue un bon jeu, mais l'astronomie, je vois pas ce qui peut remplacer l'astronomie. Donc c'est peut-être le côté irremplaçable, du coup, qui fait la spécificité de l'astronomie. Mais j'avais jamais trop réfléchi à ça, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des idées reçues ou
des idées un peu fausses sur cette discipline ou des confusions? Enfin, sans parler évidemment de la confusion Ouais, bah astrologie, oui, c'est astronomie. Bon, forcément le ça, premier truc auquel j'ai pensé, ouais. tu sais que depuis d'ailleurs, je me dis, il y a un Mmh. moment, je vais dire astrologie au lieu Ouais, d'astronomie bon, attends, ce sera drôle. Comme ça, les gens qui écoutent pourront dire: «Ouah, putain, vraiment rien compris». C'est clair. Donc oui, est-ce que tu penses qu'il y a des idées reçues ou des idées complètement à côté de la plaque sur l'astronomie? Ah, je pense que comme sur tous les sujets, il doit y en avoir. Bon, déjà, la confusion astrologie-astronomie, évidemment, est un point critique. Je repense à toutes ces blagues qui ont été faites dans des séries ou dans des réels Insta où tu as des dates, tu vois. Genre, tu as une meuf qui arrive, un mec qui arrive, ou deux mecs, deux nanas, et t'en as un qui dit: «Ah, t'aimes quoi dans la vie?» «Ah, moi, je suis passionné d'astronomie.» «Ah ouais, bah moi, je suis taureau ascendant scorpion.» Donc, ouais, ça, c'est un peu le cliché, mais bon, je pense que c'est surtout un cliché. Non, je pense que le vrai lieu commun qui est peut-être, complètement faux, c'est le fait que ça soit pas abordable. Les gens se disent, voilà, en fait, pour s'intéresser à l'astronomie, bah, c'est un domaine qui est réservé, à des gens comme Thomas Pesquet ou à des astrophysiciens, Aurélien Barraud, voilà, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson et tout, mais, en fait, pas du tout. L'astronomie est comme tous les domaines un peu, pointus, il y a toute une frange de la connaissance qui est très accessible, et qui demande pas un investissement énorme, quoi. N'importe qui peut ouvrir un livre et commencer à comprendre, par exemple, qu'il y a des planètes, telluriques, donc constituées de roches, et des planètes gazeuses, et déjà se dire: «Ah ouais, je savais pas, il y a 2 types de planètes différents», et c'est pas des données, incompréhensibles ou difficilement, assimilables, quoi, donc, ouais, voilà, peut-être, comme lieu commun, penser que c'est un truc, très difficile où il y a beaucoup de maths et cetera. Je pense que peut-être que les gens confondent l'astrophysique et l'astronomie, quoi, qui est une autre confusion, mais peut-être plus courante. On se dit qu'il faut, bien comprendre les équations, bien comprendre des concepts physiques très lourds, tu vois? Alors en fait, pas forcément, quoi. Du coup, ça m'envoie directement, ça tombe bien, à ma prochaine question. Est-ce que tu penses qu'il faut des prérequis pour commencer? C'est quoi les compétences à avoir ou à développer pour pratiquer Mmh. cette activité? Beh, j'ai envie de dire comme pour un peu tout, de la curiosité, quoi. C'est-à-dire, moi je considère que dans la vie, à partir du moment où il y a une appétence pour quelque chose, tout est faisable. Dès que tu commences à développer un intérêt, une curiosité pour un sujet, t'as pas besoin de beaucoup plus de prérequis pour, commencer à rentrer dans le truc et en faire un centre d'intérêt, profond, quoi. Après évidemment, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si ton intérêt pour l'astronomie est lié à l'observation du ciel, bah, c'est compliqué quand tu peux pas observer le ciel. Donc là, tu es obligé de te détourner et de trouver d'autres moyens, d'autres portes d'entrée, et cetera, quoi. En fait, si t'as pas accès au ciel et que t'as pas non plus accès à des livres ou à des vidéos, sur internet, et cetera, parce que tu es dans une situation de précarité, importante, ben, je vois pas comment tu peux t'intéresser à l'astronomie, quoi. Donc c'est peut-être ça le seul prérequis, la curiosité et finalement un accès à la culture, et à la science qui soit minimum, quoi. Ce que tout le monde n'a pas. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui semblaient s'y intéresser, mais qui finalement ne sautent pas le pas ou qui n'arrivent pas à y consacrer du temps, même si ça les titille un peu et qui n'arrivent pas à débloquer justement cette recherche d'accès. Je pense que j'ai rencontré plein de gens qui témoignaient d'une curiosité pour le sujet, mais qui avaient jamais pris, forcément le temps, parce que la vie ça va vite, parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, et c'est pour ça que les soirées astro que j'anime sont plutôt des succès en général, je pense. C'est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens attendent ça dans leur vie. Ils se disent: «Bah, j'aimerais bien comprendre, m'intéresser à ce sujet, regarder les étoiles et qu'on m'explique un peu ce qui se passe», mais en fait, tu jamais trop l'occasion de le faire, et cetera, et quand l'occasion se présente, les gens sont toujours ravis. Je pense pas que les gens aient peur de sauter le pas, en tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai, c'est plus une question de, bah, d'être pris par, les obligations de la vie, et qu'en fait, c'est un peu ça qui est intéressant avec l'astronomie aussi, c'est que ça t'oblige à prendre le temps dans un monde qui va très vite, te laisse pas, couper avec les obligations du quotidien et cetera. Voilà, si tu veux observer le ciel et t'intéresser à l'astronomie, il faut partir, un peu à l'écart de la lumière, il faut se poser plusieurs heures, regarder le ciel, tu poses ton téléphone, il y a pas de réseau, et il y a juste un ciel qui paraît immobile, avec parfois quelques étoiles filantes, pour animer un peu le truc, mais sinon c'est quand même très immobile comme truc, et donc c'est vraiment à rebours du rythme du monde, quoi, et je pense que c'est plutôt ça qui rend l'accès à l'astronomie, difficile pour des gens, que la peur ou l'inquiétude, mais même s'il y a des gens qui ont peur du ciel et de ce que ça peut raconter. Moi, je sais que je repense à une amie là qui est venue à une soirée astro il y a pas très longtemps, et son copain a finalement décidé au dernier moment de pas venir parce que le cosmos et les trous noirs, c'est de sa phobie, en fait. Il en est phobique au sens où, il se prosterne et presque il pleure, il rentre dans
presque dans une crise d'angoisse, parce que je pense que ça le renvoie à des inquiétudes, la peur de la mort, la peur de la finitude. Donc je pense que oui, il y a des gens qui ont peur de ça, parce que c'est vertigineux, etc., etc. Ça, j'en ai rencontré quand même quelques-uns. Ouais. Tout le monde n'a pas d'appétence, il y a des gens qui ont peur de ça. Ce que je peux comprendre, hein, parce que d'une certaine manière, c'est terrifiant. Tu leur dis quoi à ces personnes quand tu es face à ça? Moi, j'ai jamais essayé de convaincre personne de s'intéresser à un sujet tu vois, qui les terrifie, parce qu'en fait, ça les regarde et c'est peut-être ça rend peut-être à des traumas, tu vois, c'est un truc qui me regarde pas. Donc j'essaie de leur dire que bah, si jamais ils changent d'avis, évidemment, ils sont les bienvenus, etc. Qu'on peut aussi parler d'astronomie sans rentrer dans des concepts métaphysiques trop profonds, et déjà, peut-être pour commencer, s'allonger, regarder les étoiles et donner le nom de quelques étoiles, dire que toutes les étoiles sont pas les mêmes, et voilà, s'arrêter là, tu vois. Mais non, j'ai jamais essayé de convaincre personne, parce que je pense que les gens qui sont, tu vois, déjà, qui ont une curiosité naturelle sont déjà nombreuses, donc voilà, je vais pas faire le forcing avec ceux qui ont peur, quoi. Ce serait quoi les tips et astuces pour bien démarrer? Bien démarrer le rapport à l'astronomie? Ouais. Les tips et astuces, waouh, j'en ai pas. J'en ai pas parce que je pense qu'il y a des milliards de manières de démarrer. Alors, je sais que c'est pas la même chose, mais je reprends l'exemple de Thomas Pesquet, qui est donc astronaute, enfin spationaute, qui est donc allé dans l'espace, etc. Et je l'ai entendu parler dans des interviews, dans des émissions radio. Et en fait, j'ai réalisé que lui n'était pas vraiment capable, même, par exemple, de nommer les étoiles ou de dire. Il n'avait pas connaissance de concepts qui, pour moi, sont très basiques en astronomie. Et en fait, alors que je le considère comme un astronome, forcément, le gars est quand même allé dans l'espace, ouais, tu vois, donc, mais pour moi, ça veut vraiment dire que on peut pratiquer l'astronomie de plein de manières différentes, quoi. Tout le monde n'a pas la porte d'entrée, pas forcément la même, donc comme tips, je dirais, si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, par exemple, si vous avez fait une soirée en dessous des étoiles et que vous n'avez pas forcément aimé parce que bah, vous n'avez pas forcément réussi à vous orienter dans les étoiles, dans les astres, etc. C'est pas forcément la seule porte d'entrée. Vous pouvez aussi ouvrir un bouquin et commencer à vous intéresser, bah, comme j'ai pu le faire, sur c'est quoi une planète, c'est quoi une étoile, comment ça fonctionne, qui tourne autour de quoi, pourquoi ça tourne, etc. Et si ça marche pas non plus, aller dans des clubs d'astronomes amateurs et en parler avec des gens, parler de ce que ça éveille chez vous. Voilà, si j'ai une tips à donner, c'est qu'il n'y a pas une manière de rentrer dans l'astronomie, mais plusieurs, quoi. Est-ce que pour toi, il faut quand même du matériel spécifique pour bien démarrer? Par exemple, est-ce qu'il c'est essentiel d'investir dans du matériel, dans des jumelles, télescopes, lunettes? Non, non, parce que moi, du coup, c'était pas le cas, je n'en avais pas. J'ai eu mes premières jumelles quand on me les a offert, donc c'était mon ex-copine qui me les a offert, je devais avoir, je sais pas, entre 20 et 25 ans, quoi. Et donc c'est la première fois que j'ai pu mettre mes yeux dans un objet et voir le ciel profond et me rendre compte qu'en fait, les étoiles qu'on voit sont vraiment, enfin, quand tu vois une étoile dans le ciel, voilà, t'en vois une, et quand tu places tes jumelles au niveau de cette étoile, tu vois qu'autour d'elle, il y en a genre des milliers. Et t'es genre, ah ouais, en fait, il y a autant d'étoiles que ça, quoi, dans le ciel. Non, je pense qu'il faut pas d'objet, moi j'en avais pas. Il faut surtout, hein, comme je disais tout à l'heure, un accès à la culture, à la science. Et si jamais vous avez envie d'avoir accès à une vue du ciel qui soit plus profonde, plus poussée, et que vous n'avez pas d'argent pour acheter du matériel, demandez. Il y a des gens, forcément, dans des clubs d'astronomie, d'astronomes amateurs, ils ont toujours accès à du matériel, ils sont toujours disposés à le prêter ou à faire partager leur passion. Donc non, je pense pas qu'il y ait besoin, mais c'est mon avis. On a parlé des tips et astuces pour bien démarrer. Est-ce que, au contraire, tu as des conseils de choses à ne pas faire pour bien démarrer? Ouvrir la page horoscope de Nutri 7 jours. Ah, on en revient encore là. Non, peut-être pas trop rentrer tout de suite dans des concepts trop complexes, sauf si ça vous intéresse vraiment, et que ça vous stimule, mais dans des concepts trop complexes de physique et de trucs comme ça, et d'équations. Je sais pas si un jour vous tombez sur un livre, par exemple, qui a l'air de parler d'astronomie, mais qui est en fait très pointu, et que vous ouvrez le livre et que vous dites, mais waouh, c'est incompréhensible ce truc-là. C'est pas la matière qui pose problème, c'est vraiment le livre. Il faut pas commencer par ce livre-là. Commencer par des choses plus accessibles. Moi, je le redis, mais j'ai commencé avec des livres pour enfants. Forcément, j'étais un enfant. Mais je trouverais pas ça déconnant, même pour un adulte qui n'a jamais eu de lien avec l'astronomie, de s'introduire à l'astronomie avec des livres pour enfants. On déconstruit l'ego, on met son ego de côté, son orgueil, on ouvre le truc et on se dit, ah ouais, ok, donc ça, je savais pas, et en fait, alors, on y va progressivement. Avec humilité. De toute façon, l'astronomie est un truc qui forcément forge un peu l'humilité, donc enfin oblige à l'humilité. Alors, c'est trop marrant, j'avais pas du tout pour objectif de parler de ça, mais j'ai une anecdote à propos de ça. En 2015, on est partis en Norvège tous ensemble avec des copains. On est amis dans la vie, donc on est partis en voyage. On a eu l'occasion d'observer au-dessus du cercle polaire, notamment la galaxie d'Andromède. Tu nous avais fait montrer pas mal de trucs. Et moi, comme souvent, tu nous as parlé d'astronomie.
J'ai tout emmagasiné, ça m'a hypé. Quand on est rentré en France, je me suis dit, il faut absolument que je m'achète un bouquin qui parle de ça, j'ai besoin de comprendre, machin. Et en plus, à l'époque, j'étais en fac de sciences. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché et j'ai fait la confusion. J'ai acheté en fait un bouquin d'astrophysique. Ah oui, voilà. Hyper bien noté, il n'y a pas de Mmh. souci, mais d'astrophysique à 50 balles. Et en fait, je l'ai ouvert en me disant, c'est bon, j'aime bien, je suis curieuse, je suis en fac de sciences. Du coup, c'est rigolo, ça. Et j'ai vu ça, et en fait, j'ai dit, mais c'est pas ça tout de suite là qui m'intéresse. Et puis j'ai en plus, dans la précipitation, c'était un truc, laisse tomber, de 3e année d'astrophysique Ah et tout. ouais. Enfin, vraiment un truc Ouais. pas du tout accessible. Et ce bouquin, je l'ai toujours chez moi. Et je me souviens qu'à cette époque-là, du coup, j'avais cherché. Et moi, qui étais allée trop vite et qui était dans la confusion déjà à l'époque, je t'avais écrit en disant, hé, j'ai trouvé ce livre, 80 balles. Tu m'avais dit, mais j'en sais rien, je connais pas, moi. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je le prends quand même et tout. Et voilà, ce livre, je l'ai encore chez moi. Je pense qu'un jour, je le mettrai peut-être dans une BU, histoire que ça serve à quelqu'un, parce que c'est pas accessible à moi. Mais voilà. Bah ouais, du coup, ça rejoint complètement ce que tu racontais, Je ouais. suis tombée là-dedans. Ah, c'est moi. trop drôle. Mais ça me fait penser moi aussi à une anecdote, c'est que même pour un astronome amateur, parce que je considère quand même que pour un astronome amateur, j'arrive à comprendre un certain nombre de choses sur le cosmos. Bon, je dis ça en disant que tout à l'heure, ça invite à l'humilité, tu vois. Je fais pas du tout preuve d'humilité, mais en gros, j'avais fait une après-midi burger quiz avec des amis, donc rien à voir. Et dans le burger quiz, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a le passage avec les menus. Et donc dans les menus, il y en a 2 qui sont faciles et un qui est difficile. Et cet après-midi-là, le menu difficile qui a été proposé, c'était sur les pulsars, sur un objet stellaire un peu spécifique, quoi, tu vois. Donc moi, quand j'entends ça, je suis ravi. Je me dis, bah, les menus difficiles, généralement, on les prend jamais. Et là, je me dis, ah bah, je vais pouvoir impressionner tout le monde. Donc je prends le menu sur les pulsars, je fais un sans faute. Et donc tout le monde est genre, waouh, mais en fait, t'adores l'astronomie, c'est fou et tout, nanana. Et donc ces potes-là m'ont offert pour mon anniversaire suivant un livre du même acabit, un livre sur l'astrophysique et tout, pareil, avec jolie couverture qui est bien notée et tout et tout. Je l'ai ouvert, j'ai eu 2 pages, j'ai dit waouh, j'ai reposé, je l'ai plus jamais relu. Donc pareil, j'ai un livre chez moi, comme toi, qui trône et qui sert à rien parce que en fait, c'est pas la même chose. C'est comprendre l'univers par les mathématiques et par voilà ce genre de mode de réflexion. C'est pas comprendre l'univers par les concepts, par les données vulgarisées, par etc. etc. Donc ouais, non, ça c'est peut-être la grosse erreur à faire, ouais. Enfin à pas faire du coup. Est-ce que tu as des incontournables en termes de... Là, je parle plus en termes de références, de personnes, de livres, parce que du coup, des livres, tu as dû en potasser quelques-uns. Est-ce qu'il y en a comme ça qui te vient en tête, qui vraiment t'a marqué? Faut forcément que ce soit un livre. Non, livres, personnes, des vidéos, tout ce qui peut t'avoir initié au sujet ou qui t'a aidé en tout cas dans la compréhension et qui pourrait aider d'autres personnes. Alors, j'aurais pas de livre spécifique à conseiller parce que je considère que tous les livres ont une approche différente du sujet. Il y a des livres qui partent dans des considérations un peu plus philosophiques, d'autres qui aiment bien raconter ça d'une manière très romancée, etc. Donc sur les livres, j'ai pas forcément de recommandations parce qu'en plus je me rappelle jamais de ce que je lis. Mais il y a 2 choses qui sont liées l'une à l'autre. Il y a la première chose que je peux conseiller. Donc il y a un astrophysicien qui s'appelle Carl Sagan, qui est peut-être l'astrophysicien le plus célèbre de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a vulgarisé l'astronomie comme personne ne l'avait fait avant lui, donc qui est à l'origine d'une série qui s'appelle Cosmos, dans les années 80, qui est la première série qui a vraiment vulgarisé pour les jeunes et les moins jeunes l'astronomie à l'échelle mondiale, quoi. Cet homme-là, qui est donc assez connu, a participé à écrire un des textes qui pour moi est les plus importants dans la compréhension de ce qu'est l'astronomie. C'est important enfin pour moi en tout cas de parler de ce truc-là parce que je le trouve très très bien écrit. Mais en gros, le Pale Blue Dot, c'est dans les années 70, en 77, il y a une sonde qui s'appelle Voyager qui a été envoyée dans l'espace avec pour but d'étudier de plus près les géantes gazeuses, donc les planètes extérieures du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et en fait, donc cette sonde est partie de la Terre. Elle a mis plusieurs années à atteindre ses objectifs, qui étaient quand même nombreux, parce qu'elle n'avait pas qu'une seule mission. À peu près 13-14 ans plus tard, quand elle a fini sa mission, donc elle a dépassé l'orbite de Neptune, Carl Sagan a insisté auprès de la NASA pour confier une dernière mission à Voyager, qui était de se retourner et de faire une photo de famille, ce qu'il a appelé lui une photo de famille, c'est-à-dire une photo sur laquelle on voit toutes les planètes du système solaire, en tout cas celles qui sont accessibles dans l'angle de capture à ce moment-là. Donc il obtient gain de cause auprès de la NASA. Donc la NASA envoie l'ordre de mission à Voyager qui se retourne et qui prend une photo de famille des planètes du système solaire. Et donc dans cette photo de famille, on voit la Terre qui, à ce moment-là, par hasard, elle expose à Voyager l'océan Pacifique. Donc en fait, elle apparaît très bleue. Et donc là, sur la photo, on voit un pixel très bleu
Ce qui rend la photo, à la fois on comprend rien parce qu'on voit juste un pixel dans une immense photo noire, donc on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quel intérêt ça a. En même temps on voit qu'il est bleu, donc ça interroge, je dis ah mais ça c'est la Terre et tout. Et en fait il a écrit un texte par rapport à cette photo-là sur lequel je suis tombé je pense quand j'avais une vingtaine d'années, et qui m'a bouleversé parce pour moi il synthétise tout ce que l'astronomie est de philosophique, de poétique, de politique et d'intéressant vis-à-vis de la science et vis-à-vis de nous en tant qu'être humain, en tant que civilisation, en tant qu'espèce. Et donc c'est un texte que je l'ai là, donc si tu m'autorises à le lire du coup. Bah vas-y. Très bien. C'est un texte pour moi qui est très très important, donc je suis ravi de le partager si des gens écoutent ce podcast. Mais voici le texte. Alors, ouvrez les guillemets. De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici, c'est notre foyer. C'est nous. Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin, comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter oui, s'installer pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et forme le tempérament. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Carl Sagan, quelques années après la photo. Je suis trop contente que t'en parles parce que je l'avais vraiment mis de côté. C'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps. J'ai un autre ami que tu connais aussi qui s'intéresse beaucoup à l'espace, mais lui, moins côté astronomie, mais plus côté exploration spatiale. Et il y a quelques années, il m'a envoyé la vidéo en plus où il récite son texte et où on ne voit que cette image justement avec le pixel et en fait qu'on fixe tout le long. Et vraiment, c'est... Je pense que ce serait d'utilité publique que tout le monde se pose 5 minutes et voit cette image et écoute cette vidéo en même temps. Et à chaque fois que je revois ce texte, il m'émeut de la même façon et il me secoue de la même façon que la première fois. Pareil, j'y reviens régulièrement. Et du coup, ce texte-là a été assez joliment amené dans un des épisodes de la série Cosmos, alors donc la série dont je parlais tout à l'heure, qui a été donc créée par Carl Sagan, le même qui a écrit ce texte-là. Et donc cette série-là a eu un reboot dans les années 2010 avec la nouvelle série Cosmos qui est animée par Neil deGrasse Tyson. Donc c'est un physicien américain assez célèbre avec sa moustache et tout. Il a une voix très, très agréable à écouter quand on entend raconter des choses sur l'espace. Et c'est assez rigolo parce que l'anecdote, c'est qu'en fait Neil deGrasse Tyson était enfant à l'époque de la première série Cosmos dans les années 80. Et en fait, il a envoyé une lettre à Carl Sagan pour dire ouais, j'adore ce que vous faites dans votre série. Voilà, j'espère qu'un jour moi aussi je deviendrai astrophysicien, nanana. Et donc Carl Sagan l'invite chez lui. Et donc le petit Neil deGrasse Tyson va chez Carl Sagan, il dîne avec lui et sa femme, et Carl Sagan lui en gros lui dit que bah il peut, enfin s'il veut et s'il s'en donne les moyens, il peut très bien devenir aussi astrophysicien et il faut qu'il croie en ses rêves quoi. Et donc c'est rigolo parce que du coup
30 ans plus tard, c'est Neil deGrasse Tyson, c'est ce petit garçon-là qui est astrophysicien et qui est peut-être l'astrophysicien le plus célèbre du monde, qui anime la nouvelle série Cosmos. Et je trouve qu'il y a un truc, Trop bien. ouais, il y a un truc assez joli dans cette histoire-là. Et donc, dans le reboot de la série Cosmos, que c'est peut-être, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est ça que j'incite peut-être les gens à regarder, c'est que c'est une série qui est très très bon, avec beaucoup de budget, mais du coup, elle bénéficie d'une réalisation que moi je trouve merveilleuse, avec des images d'artistes, de l'espace, de ce qui est décrit des astres, des planètes, des étoiles, des nébuleuses, etc. Et c'est hyper bien fait, c'est très bien raconté. C'est politisé parce que ça raconte aussi à quel point l'astronomie a été freinée par les velléités religieuses qui refusaient l'avancée de la connaissance et qui refusaient que la Terre et les hommes ne soient pas au centre de tout. Et donc dans cette série-là, Neil deGrasse Tyson parle de ce texte, lit Pale Blue Dot, le point bleu pâle, avec les images qui vont avec, et c'est assez beau, quoi. Donc je conseille aux gens s'ils veulent s'introduire à l'astronomie par ce qu'elle raconte, Cosmos, pour moi, c'est un incontournable. Et t'as vu aussi la série originale du coup Non, Non. non, j'ai pas vu l'ancienne de la même manière que j'ai pas vu les anciens Doctor Who. Oui. J'ai pas vu les anciens, j'ai pas le temps. Voilà, il y a trop de trucs à regarder Ouais, tu m'étonnes. à l'heure actuelle. Mais peut-être un jour je les regarderai parce qu'en vrai, je parle de Carl Sagan, mais je l'ai jamais vu bouger, évoluer, raconter, tu vois. Donc ouais, peut-être je regarderai pour la science. Du coup, t'as parlé de Carl Sagan, de Neil deGrasse Tyson. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres astronomes ou experts que t'affectionnes? Alors j'aime beaucoup Aurélien Barraud parce que il est un peu au croisement des choses qui font le plus sens pour moi en termes de qu'est-ce que c'est que d'être humain. C'est-à-dire il est astrophysicien, il me semble qu'il est docteur en philosophie, et c'est un poète, quoi. Ah la vache, il a pas chômé quoi. Ouais, pas chômé, ouais. Un esprit, pour moi, c'est un des esprits les plus brillants de sa génération. Et donc, il fait le parallèle entre ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que la science, elle peut vite. Enfin, la science brute, qui ne raconte rien, en tout cas, ça s'arrête sur des chiffres, etc., elle peut être utile pour la recherche et pour le progrès, etc., etc. Mais quand tu commences à faire de la science une base pour raconter des choses sur ce que c'est que d'être humain, sur ce que c'est que d'être vivant, pour moi, c'est ce que lui fait très bien parce qu'il met toujours en parallèle les concepts d'astronomie avec les concepts philosophiques, avec les concepts de poésie. Et moi, je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, sinon la science, elle est froide, elle est dure, elle est un peu difficile à approcher. Et quand elle est à ce point-là chaleureuse et poétique, pour moi, elle bouleverse, quoi. C'est pour ça que le texte de Carl Sagan fait quelque chose, c'est qu'il raconte quelque chose sur nous et que ça vient nous chercher dans notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de l'univers, quoi. Est-ce qu'il y a un objet en particulier que tu aimerais vraiment avoir la chance d'observer? Ouais, mais je pense que comme tous les astronomes, comme une bonne partie des astronomes, les objets que j'aimerais bien observer sont pas observables. C'est-à-dire, les objets qu'on veut observer, on peut les observer. C'est-à-dire que je pense que n'importe quel astronome du monde peut réussir à observer, à avoir pas mal de choses avec des instruments amateurs. Sinon, il y a les photos sur Internet qui permettent de voir les objets qui sont accessibles que par des Hubble ou des télescopes de l'Atacama au Chili. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est des choses qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire, par exemple, il y a la galaxie d'Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière de nous, là, qui pour l'instant, dans le ciel, fait à peu près la même taille que la Lune, beaucoup moins lumineuse dans l'absolu, relativement à nous, pardon. Et en fait, alors, c'est un peu remis en question, j'ai l'impression, mais la théorie, c'est qu'elle est en train de s'approcher de nous par la force de gravité. Potentiellement, dans 1 milliard d'années, elle sera beaucoup plus grande dans le ciel, relativement à nous. Dans 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, et dans à peu près 4 milliards d'années, elle devrait fusionner avec la Voie lactée. Et au moment où ça arrivera, ça prendra des milliards, des centaines de millions d'années. Donc pour n'importe quel humain, dans le ciel, ça paraîtrait immobile. Mais quand elle sera très proche de nous, elle sera énorme. Il y aura une autre galaxie qui sera très très proche de nous dans le ciel. Et ça, j'adorerais la voir si proche de nous, voir une deuxième galaxie. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit le disque de la Voie lactée dans le ciel, quand on a un ciel très pur. Et là, il y aurait un deuxième disque d'une autre galaxie qui est en train de s'approcher de nous, avec laquelle on va fusionner. Ça, j'aimerais bien voir. En fait, je pense que mon rêve le plus profond, c'est d'avoir un espèce de vaisseau spatial de l'imaginaire, comme dans Cosmos, c'est comme ça que ça fonctionne, mais un vaisseau spatial qui me permet d'aller partout dans l'univers et d'être évidemment protégé des chaleurs, des températures, des radiations, de la pression, machin, et de pouvoir voir ce que je veux, quoi. C'est-à-dire m'approcher suffisamment d'un trou noir et voir en fait à quoi ça ressemble un trou noir de près, m'approcher d'autres étoiles et voir est-ce que les étoiles sont vraiment bleues, est-ce qu'elles sont vraiment rouges, à quoi ressemblent les autres planètes, les planètes océans dont on dit qu'elles existent dans l'univers. Ça, c'est un rêve, mais on parle pas d'observation, là, on parle d'un truc un peu fantasmagorique, mais qu'on aimerait tous faire, parce qu'en fait, on est toujours prisonnier, entre guillemets, de la Terre et des conditions physiques qui font qu'on ne pourra jamais vraiment voir précisément toutes les choses qu'on a envie de voir, quoi.
Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a déjà énormément de chance. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, elle s'étale sur quelques centaines de milliers d'années. Et nous, on est la génération, enfin, en tout cas les 2-3 générations, qui peuvent mettre les yeux dans un télescope et voir Jupiter, quoi, et voir les anneaux de Saturne. Ça, bon, les anneaux de Saturne, ça fait un petit moment, ça fait quelques siècles qu'on est capable de les distinguer. Mais là, aujourd'hui, on peut vraiment les voir, genre, vraiment très bien, quoi, dans un télescope. Voilà, faut essayer de se contenter aussi de ce qu'on a. C'est-à-dire, on est capable de voir ça, quoi. Et ça, c'est assez ouf, quoi, quand on y pense. Et c'est quoi la plus belle chose que tu as pu observer? Bah, je pense que j'ai pas fait beaucoup d'observations. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de choses avec des objets, des outils type lunettes ou jumelles. Quand j'ai vu le soleil avec un télescope qui permet donc, de voir le télescope sans se cramer la rétine, c'était assez intriguant. Ça m'a plus intrigué. Ça m'a pas fait un truc, ça m'a plus intrigué de me dire, hey, je suis en train de regarder mon étoile directement. C'est-à-dire là, je suis pas en train de me cramer les yeux, je la vois comme elle est. Ça, c'était cool, mais non, le plus ouf, c'était l'observation des deux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne. La première fois que tu vois Jupiter, et même de loin, sans forcément la voir de très près, mais que tu vois suffisamment près pour voir les petites stries de Jupiter et voir les 4 points des lunes autour d'elle. Ça, tu peux le faire avec une jumelle qu'on avait en Norvège d'ailleurs. Tu vois Jupiter et tu vois les 4 points de Io et des autres lunes principales de Jupiter. Ça m'a fait un truc. J'ai dit, waouh, ça c'est très stylé. Mais le truc qui m'a le plus bouleversé, c'est vraiment quand tu vois Saturne pour la première fois. Quand tu vois Saturne pour la première fois, d'abord avec un télescope ou des jumelles pas ouf, tu vois juste vite fait qu'il y a des petites excroissances sur les côtés, donc tu vois des anneaux. Mais quand je suis allé dans un club amateur d'astronomie, eux, ils avaient des télescopes, parce qu'ils étaient dans un observatoire, ils avaient des télescopes un peu plus poussés, que tu mets ton œil dedans et que tu vois vraiment Saturne avec ses anneaux. Là, vraiment, ça fait un truc, quoi. C'est Alexandre Astier qu'on parle très bien dans une vidéo. Il dit, voilà, en fait, quand tu vois ces photos, moi, je sais que ça m'émerveillait quand j'étais gamin, quand je voyais les photos dans les bouquins et que je voyais les anneaux de Saturne. Je me disais, mais c'est incroyable ce truc. On l'appelle pas le joyau du système solaire pour rien, c'est elle est magnifique. Et en plus, physiquement, il est possible qu'elle garde pas ses anneaux éternellement. Donc, mais là, nous, on a une planète comme ça avec des anneaux autour, qui est un espèce de joyau magnifique. Et déjà, dans les photos des livres, ça m'émerveillait. Mais quand tu le vois directement dans ta rétine, dans un télescope, c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. Voilà, ça m'a fait un truc. Alors, c'est trop marrant. Pendant que tu m'en parlais, je te jure, c'est vrai, ça m'a ravivé un souvenir. Ça devait être probablement à la Cité de l'Espace à Toulouse, parce que j'y suis allée quelques fois. Et j'ai un souvenir, mais c'est presque un flash qui m'est revenu, d'être à un endroit, en tout cas, où il y avait de quoi observer le ciel avec quand même des instruments assez puissants, et qu'on dise, ah, ben, en ce moment, il y a 3 planètes ou 2 planètes, je sais plus, ils sont très, très, très visibles. Et effectivement, je me souviens avoir vu une des planètes. Je me dis, oui, c'est super, c'est vrai qu'on voit bien et tout. Mais c'est vrai que voir Saturne, j'avais ce truc de me dire, mais c'est pas possible, ils ont collé un sticker sur Ouais. la lentille. Ouais, c'est l'impression que ça donne, hein. Je peux pas être en train de voir vraiment les anneaux pour de vrai, Mm. parce qu'on a l'impression que c'est une image tellement enfin, Ouais, carrément. de le voir pour de vrai, Mm. c'est vrai que moi, ça m'avait laissé, mais non, j'étais dans le déni total de me dire, mais ce n'est pas possible que mes yeux soient en train de voir ça, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment un privilège qu'on a vraiment encore une fois, notre génération et les quelques-unes qui ont précédé, de pouvoir voir ça, quoi. C'est-à-dire, on est capable de voir directement cette autre planète qui est quand même à plusieurs heures-lumière de nous et qui, pour toutes les générations qui ont précédé, ne représentait qu'un point un peu plus brillant que les autres dans l'espace, quoi. Nous, on le voit, quand on le regarde dans une lunette, et ben, on le voit comme si on était à côté, quoi. Ça, c'est fou. En tout cas, tu vois, le fait que tu m'en aies parlé, je l'ai coché dans un coin de ma tête. Je vais essayer de trouver le moyen de revivre ça et d'être moins dans le déni de l'accepter cette fois-ci, oui, tu bah vois, oui, si je le vois, parce que j'ai vraiment ce souvenir de regarder et de regarder autour de moi et de me dire, mais tout le monde vous a aussi, vu vous voyez ça? c'est bon, c'est acté, C'est fou, c'est fou. Est-ce que je plane? Mais ça me fait penser par rapport à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir un jour? Et je disais que tous les astronomes aimeraient bien voir. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas répondu ça direct, parce qu'en fait, c'est clairement le truc, je pense qu'on rêve tous un peu de voir, c'est de voir une étoile mourir. C'est-à-dire, toutes les étoiles ne meurent pas dans un cataclysme de type supernova, donc une explosion. Ça concerne que les étoiles géantes, donc celles qui sont visibles à la nuit dans le ciel. Et de temps à autre, dans notre voisinage, c'est-à-dire on va dire 4000 années-lumière de nous, il y en a une qui explose, et quand ça se produit, elle devient tellement visible, enfin, elle gagne tellement en luminosité qu'elle devient aussi visible que la Lune, quoi, à peu près. Je grossis le trait. Là, en gros,
Il y a quelques étoiles dans le ciel, alors je les cite pour ceux que ça intéresse, mais Antares, Bételgeuse, voilà, si vous les voyez dans le ciel un jour, vous vous retrouvez sous les étoiles et vous n'avez jamais trop regardé les étoiles. Si vous en voyez quelques-unes qui ont l'air plus rouges que les autres, et que c'est pas Mars, c'est probablement que c'est Antares, Bételgeuse, Aldébaran, une petite poignée d'étoiles comme ça, qui sont pas blanches-bleues, mais rouges, et qui sont en fait en fin de vie. En fin de vie dans le sens où, je vais pas tout raconter, mais en gros, elles ont cramé un peu leur carburant principal, et il est possible qu'entre demain et dans 200 000 ans, elles explosent. Et donc à ce moment-là, en l'espace de quelques secondes, elles prennent presque la taille de la Lune, quoi. On va dire une demi-lune. Et en fait, ce truc-là, c'est le rêve de n'importe quel astronome amateur. C'est-à-dire que de voir une étoile qui explose, tu regardes le ciel, et d'un coup, il y a une étoile qui devient, je sais pas, 100 fois plus grosse et 100 fois plus lumineuse, et je pense que n'importe qui pèterait un câble. Moi, je rêverais de voir ça. Je pense que si ça se produit, si c'est quelques poignées d'étoiles, une de ces étoiles-là explose, on aura un créneau d'à peu près, je pense, 3 semaines, un mois pour la voir vraiment fort dans le ciel. Je pense qu'immédiatement, je pars dans une région du monde ou loin, enfin, je prends ma voiture, je vais voir dans les Alpes ou n'importe où, dans un endroit où toutes les nuits, je peux veiller et regarder ça, quoi. Parce que c'est un spectacle qui ne sera pas offert à beaucoup de gens dans l'histoire de l'humanité, quoi. Et c'est jamais arrivé encore de pouvoir observer ça? Bah si, justement, c'est arrivé plusieurs fois, parce qu'en fait, c'est pas si rare que ça. Bon, c'est quand même pas tous les jours. À l'échelle de l'univers, c'est tous les jours, mais à l'échelle du voisinage de la Terre, c'est quand même pas régulièrement. Et je pense à la première qui a été documentée dans l'histoire de l'humanité, qui a été, il me semble, observée en 1051, qui est aujourd'hui la nébuleuse du Crabe, mais qui à l'époque est donc une étoile qui a explosé à peu près 3 000 années-lumière de nous. Et donc en fait, quand elle a explosé, elle est justement devenue très 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 visible, à une époque où personne comprenait ce que ça pouvait vouloir dire. Donc les gens ont écrit, ont quand même documenté ce truc-là pour dire, bah voilà, il vient de se passer ça, c'est incroyable, c'est la fin du monde, on va tous mourir, etc. etc. Alors que c'était une supernova. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a réussi à croiser donc les données des écrits qu'on a retrouvés. Ça nous a permis de retrouver où était cette explosion-là, et quand on pointe nos télescopes à cet endroit-là dans le ciel aujourd'hui, on voit la nébuleuse du Crabe, qui est en fait les restes de cette explosion-là, qui est une image magnifique. Si vous tapez sur internet nébuleuse du Crabe, vous verrez les rémanents de cette explosion qui s'est produite que nous on a observé en 1051, et qui s'est en vérité produit il y a à peu près 4000 ans, quoi. Et du coup, tu disais que si ça arrivait là sur une des étoiles visibles dans le ciel actuellement, une des étoiles rouges qu'on voit, on le saurait du coup 3-4 mois avant? Non. En fait, au moment où tu le vois, tu sais juste que ça s'est produit, pas au moment où tu le regardes, mais ça s'est produit. Je prends l'exemple de Bételgeuse, qui je crois est à entre 400 et 500 années-lumière de nous. Du coup, elle se serait produite à 400 à 500. Enfin, l'explosion s'est produite il y a 400 à 500 ans. Mais nous, on la voit maintenant. Et du coup, on le verrait pendant quand même. Enfin, ce serait encore visible pendant. Je pense que la supernova, j'avoue, je n'ai pas les chiffres, les données exactes, et peut-être que ce que je dis c'est n'importe quoi, mais il me semble que c'est visible pendant plusieurs semaines. Ok. Après, ça s'éteint doucement, Oui. c'est-à-dire que l'énergie se diffuse, etc. Mais c'est observable plusieurs nuits, quoi. C'est pas un truc que si ça se passe, si tu le rates la nuit, tu l'as raté, tu vois. D'accord. Il n'y a pas de possibilité de prédiction. Pas de prédiction, mais en analysant, d'estimation, attention, probablement là. Moi, je me méfie de ça parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est celui-là. C'est-à-dire quand j'ai compris qu'il y avait des étoiles qui allaient peut-être potentiellement exploser et qu'on allait voir ça, j'étais un peu comme un enfant. Je me suis dit, mais est-ce qu'on a moyen de savoir si c'est pas demain? Parce que si c'est demain, moi je veux voir. Et en fait, non. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que tous les mois, il y a un article qui sort sur je sais pas quel site un peu fantaisiste qui dit les astronomes ont observé que Bételgeuse, la luminosité est en train de décroître. Est-ce que ça veut dire qu'elle va pas exploser finalement plus tôt que prévu? En fait, la science a aussi besoin d'articles sensationnalistes pour exister, et les revues scientifiques. Et donc, bon, voilà, moi j'y crois pas. Si ça se produit, tant mieux, on a de la chance. Si ça se produit pas, ça sera pour les générations suivantes, si elles ont la chance d'être sur une terre habitable. En préparant cet épisode, j'ai mené un peu mon enquête. On m'avait soufflé une question à te poser, et le hasard a fait que donc avant-hier, on a fait une soirée observation que tu as bien voulu animer. Et pendant cette soirée, tu as répondu à cette question, et du coup, j'ai eu un petit rictus. Je me suis dit, la personne qui va souffler ça d'un OSG, parce que c'est vraiment cool comme information. Donc du coup, je suis obligée de la reposer. Ouais. Donc on m'a dit de te demander, est-ce que tu peux raconter pourquoi l'or n'est pas juste un matériau précieux parmi d'autres? Ah d'accord. Ok, qui a soufflé cette réponse? Est-ce que c'est parce que je répète toujours les mêmes trucs, ça me fait peur? Non, mais on m'a dit... Ah, c'est Marika? Pose cette question. Non, c'est Marika, ça? Oui. Mais évidemment que c'est Marika. C'est trop con. Pourquoi est-ce que l'or n'est pas un matériau comme un autre?
Non, mais c'est drôle parce que du coup, ça montre que je l'ai potentiellement saoulé en répétant souvent les mêmes trucs. Là. Saoulée, je pense pas, parce Oui, qu'elle oui. m'a dit, pose cette question, tu vas voir l'audience, ça va, et elle m'a envoyé l'emoji, c'est du graphique qui augmente en flèche. Oui, donc du coup, pourquoi est-ce que l'or n'est pas un élément comme un autre? C'est donc en fait dans l'univers, il y a donc toute une batterie d'éléments qu'on a répertoriés dans un tableau que vous avez peut-être déjà vu dans vos cours de physique-chimie pendant le collège et pendant le lycée. Ces éléments, donc on trouve plusieurs choses, l'hydrogène, l'oxygène, le fer, l'or, le platine, l'uranium, bon, des éléments de plus en plus complexes. Et l'hydrogène est donc l'élément le plus répandu de l'univers, c'est aussi l'élément le plus simple, c'est un gaz. C'est lui qui occupe la quasi-totalité de la masse normale de l'univers. Et en gros, une étoile comme notre Soleil, c'est une énorme boule d'hydrogène. Cette boule d'hydrogène, elle vit. Notre Soleil ici brûle autant et qui dégage autant d'énergie, c'est parce qu'en son cœur se déroule un processus de fusion nucléaire à cause des températures extrêmes et des pressions extrêmes qui permet aux atomes d'hydrogène de fusionner en des atomes d'hélium. Ce processus-là, donc le processus de fusion nucléaire qu'on essaie de reproduire sur Terre, est un processus qui dégage énormément d'énergie et qui donc permet au Soleil de briller, de dégager beaucoup de chaleur, de lumière, etc., etc. Mais si le Soleil et si toutes les étoiles nous apparaissent comme des étoiles relativement stables, c'est parce qu'elles sont prises en équilibre entre cette force qui tend à exploser de manière perpétuelle et la force de gravité qui, puisqu'elles sont très 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 massives, tend à les faire s'effondrer sur elles-mêmes. Donc en fait, elles sont vraiment dans un état d'équilibre entre la gravité qui les compresse et cette explosion perpétuelle qui tend à les faire partir en vrille, pour le dire de manière très vulgaire et très 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 mauvaise. Et donc en gros, le cycle de vie d'une étoile, c'est ça, c'est prendre de l'hydrogène et le transformer progressivement en hélium jusqu'à ce que dans le cœur de l'étoile, il n'y ait plus de carburant, donc il n'y ait plus d'hydrogène, et que le cœur soit quasiment composé essentiellement que d'hélium. Là démarre la fin de vie d'une étoile, qui va donc arrêter son processus de fusion nucléaire, et comme si vous avez suivi, normalement, comme le processus de fusion nucléaire prend fin, la gravité prend le dessus sur l'état de l'étoile. Donc l'étoile va se mettre à s'effondrer sur elle-même. Cette compression va augmenter les températures et la densité de la matière dans le cœur de l'étoile, permettant à l'hélium, à son tour, de fusionner dans des éléments plus lourds. Parce que pour fusionner, les éléments de plus en plus lourds ont besoin de conditions et de températures de plus en plus extrêmes. Donc voilà, l'hélium va fusionner à son tour en des éléments type oxygène, carbone, etc. etc. Et donc jusqu'à ce que l'étoile arrive à la fin de sa vie et qu'elle ait synthétisé depuis l'hydrogène toute une batterie d'éléments de type hélium, carbone, etc. Ça, c'est pour une étoile classique type notre Soleil, qui est une étoile plutôt banale, enfin pas entièrement, mais plutôt courante dans l'univers. Mais pour les étoiles plus massives, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, pour les étoiles courantes, elles n'ont pas de masse, enfin leur masse ne leur permet pas d'aller au-delà de quelques molécules de fer. Donc un élément relativement lourd, mais quand même relativement simple, c'est pas un élément très complexe. Pour les étoiles géantes, c'est un peu différent. Elles sont tellement massives que le processus est le même. Elles vont avoir tendance à la fin de leur vie à s'effondrer sur elles-mêmes et donc à atteindre dans leur cœur des chaleurs et des pressions extrêmes qui vont permettre en fait que le cœur de l'étoile soit entièrement composé de fer. Quand ce truc-là se produit, quand cette limite-là est atteinte et que tout le cœur est composé de fer par processus de fusion nucléaire successif, il y a une limite physique que je ne peux pas expliquer qui fait que l'étoile ne peut pas reprendre le processus de fusion avec le fer, même si les températures sont extrêmes. Et l'étoile va exploser. Ça, c'est ce qu'on appelle une supernova. Et c'est en fait dans les quelques secondes qui vont suivre cette explosion-là, c'est ce que je racontais tout à l'heure avec Bételgeuse, Antares, etc. C'est dans les quelques secondes qui vont suivre cette explosion-là que les températures vont être suffisamment élevées et extrêmes pour que les molécules de fer trouvent les conditions pour à leur tour fusionner en des éléments plus lourds que sont l'or, le platine et tous les autres éléments complexes, vraiment très complexes de l'univers. Ce qui signifie qu'en fait, bon déjà ça signifie deux choses. Ça veut dire, je vais quand même le raconter parce que ça signifie que à la base, toute la matière qui nous compose, c'est-à-dire vos os, votre peau, vos ongles, vos cheveux, votre chat, tout ce que vous avez mangé, tous les végétaux, toutes les roches, l'air, l'eau qui vous entoure, tout a été synthétisé dans le cœur d'une étoile mourante il y a des milliards d'années. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'on est tous, d'une certaine manière, reliés par le fait que, voilà, moi, la matière qui te compose, la matière qui me compose moi, était il y a, je sais pas, 5 ou 6 milliards d'années, en train d'être synthétisée dans le cœur d'une étoile mourante, quoi. Et ça, ça nous relie. Je trouve qu'il y a une forme de... C'est pour ça que je parle de poésie. Je parlais de poésie tout à l'heure, mais il y a une forme de reliance dans la compréhension de la façon dont fonctionne l'univers. Mais dans la création de l'or, du coup, c'est encore plus extraordinaire parce que pour les éléments complexes comme l'or, c'est vraiment que pour les étoiles très massives,
au moment où elles explosent, dans les quelques secondes qui suivent leur explosion. Donc c'est vraiment des conditions qui sont réunies dans la galaxie que toutes les quelques secondes par, je sais pas, jour, semaine, mois, que les conditions sont réunies pour que l'or soit créé, quoi. Soit transformé en tout cas. Et ça, c'est incroyable. Quand vous regardez une bague en or, faut vous dire que voilà, il y a cet élément-là, cette matière-là, elle a été produite dans les quelques secondes qui ont suivi l'explosion d'une étoile géante il y a des milliards et des milliards d'années. Et ça, c'est quand même assez ouf. C'est pour ça que je trouve que l'histoire de l'or est une histoire. Bon, après, c'est pas que l'histoire de l'or, c'est l'histoire de tous les éléments complexes de l'univers. Mais Mais l'or, ça parle beaucoup. oui, voilà, l'or, c'est un bijou. Et en fait, je trouve ça rigolo parce que l'or, on en a fait. Enfin, je pense que les êtres humains, aussi loin qu'ils ont découvert l'or et qu'ils en ont fait un truc de leur quotidien, des parures, etc. On s'en est toujours servi comme un truc précieux, etc. Notamment pour ses propriétés physiques en informatique aussi, hein, pas juste dans les bijoux, mais et on s'en fait des parures, on l'arbore, c'est quelque chose de très ostentatoire. Et je pense que la plupart des gens ne réalisent pas en fait. C'est clairement, la plupart des gens ne réalisent pas. Nous, quand Si. tu nous as dit ça, j'ai eu un brain freeze, en fait. Je me Mm. suis dit, mais non seulement tout ce qui nous entoure donc, est issu, donc, comme tu l'as joliment dit avant-hier soir, on est tous presque des résidus de poussière d'étoiles. Mm. Et ça, c'est un peu stylé quand même, on va pas se mentir. C'est plutôt cool, genre. Mais en plus de se dire que les choses qu'on va utiliser vraiment uniquement comme des parures, comme de l'accessoire, c'est encore plus précieux que ça en a l'air parce que c'est des conditions tellement strictes pour que ça naisse, que ça en fait quelque chose de bien plus incroyable que juste le petit bijou esthétique qu'on va porter. Ouais, c'est fou quoi. En fait, quand je dis ça, j'imagine les personnes très riches qui vont dans des bijouteries, qui disent ouais, je veux ce bijou en or, et qui vont le mettre et tout. Et t'es là, t'as envie de leur dire, mais est-ce que tu comprends en fait vraiment parce que... Bonjour, je voudrais ce morceau de Supernova, s'il vous plaît. Voilà, exactement, exactement, exactement. En fait, si on voyait les choses comme ça, c'est peut-être qu'on aurait tendance à prendre plus soin des choses. On a beaucoup parlé donc astronomie, corps céleste, étude des étoiles. Peut-être que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je me sens obligée de te poser la question quand même. Est-ce que tu suis aussi toute l'avancée des programmes spatiaux, de l'exploration spatiale, des expérimentations, comme ce qui se passe avec l'ISS, ou bien même toute la course clairement qui se passe en ce moment autour de la création de sociétés qui ont des buts différents, on va dire, des objectifs assez variables. Est-ce que tu suis un peu cette actualité ou c'est une partie qui ne t'intéresse pas du tout? Je la suis parce que je pense que comme tous les personnes qui ont un peu gardé leurs âmes d'enfant, l'exploration spatiale a un côté un peu excitant, dans le sens où c'est difficile de pas avoir envie d'imaginer, je sais pas, quelques pélos dans une navette spatiale qui va vers Mars. Enfin voilà, tout l'imaginaire qu'on a pu créer avec les livres, les dessins animés, les films aussi qui racontent quand même pas mal ça. Les générations qui nous ont précédés, enfin la génération des baby boomers, a eu le privilège, entre guillemets, d'assister à la mission Apollo 11 et au premier pas de l'homme sur la Lune, ce qui devait être quand même... Enfin, tu vois, ça devait être un moment... Mais moi, vraiment, je me dis tout le temps quand j'y pense, je n'arrive pas à m'imaginer quelque chose observable de plus grand que ça, très honnêtement. Il y a une image qui l'illustre très bien, qui montre que les premiers tests de vol en avion, les premiers essais d'avion, alors je parle pas de Léonard de Vinci, etc., avec ces trucs à elle, mais je parle des premiers avions qui ont véritablement réussi à commencer à décoller du sol et à rester un peu dans les airs. C'était, je sais pas, fin du 19e siècle, un truc comme ça, ou début du 20e même. Et genre 60 ou 80 ans plus tard, on était sur la Lune. Enfin, tu vois, c'est genre, il y a un truc de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? L'explosion de la compréhension de l'ingénierie et des trucs comme ça, enfin, moi je trouve que c'est un truc de malade mental. Et quand tu comprends, en plus, aujourd'hui avec le recul, que, il me semble que d'ailleurs c'est une femme qui est impliquée dans ce truc-là, mais que tous les calculs ont été faits pas par des super ordinateurs, mais à la main, ou avec des ordinateurs très rudimentaires. Je te dis, mais what the fuck, quoi. Vraiment, on a réussi à faire ça 70 ans après les premiers avions balbutiants. Donc ouais, c'est invraisemblable comme truc. Tu parlais du fait que quand on garde son âme d'enfant, ça laisse oui. quand même rêveur, tout ça. Est-ce que toi, c'est des choses qui t'ont déjà fait envie d'aller sur l'ISS, sur la Lune, ou même quand on voit des missions là, qui ont pour but, bon, sans retour, mais d'amener des gens sur Mars, est-ce que ça te laisse, je sais pas, rêveur, envieux, ou est-ce qu'au contraire, c'est vertigineux presque? Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas foncièrement répondu à la question, mais
Non, si, enfin, moi, ça me fait un peu rêver en tant qu'enfant, en tant que même adulte qui se questionne sur ce qu'on est capable de faire, de quelles limites on est capable de repousser humainement. Pour les vols habités vers Mars, je sais qu'il y a eu des essais qui ont été faits sur Terre, où on a isolé des gens dans des déserts, dans des petits logements, voilà, pendant 6 mois ou un an, pour voir comment est-ce qu'ils sont capables de cohabiter dans des environnements restreints, pour voir si les gens seraient capables de survivre juste socialement dans une navette qui irait vers Mars. Moi, ça m'intéresse, évidemment. Quand j'étais petit, je voulais grave devenir cosmonaute. Et puis, j'ai eu 2 moyennes en physique en seconde. Donc, j'ai vite compris que j'allais faire des études d'économie et de sociologie. J'ai un bac ES, quoi. Donc, non, ça m'intéresse. Après, en fait, là, politiquement, c'est là qu'on atteint enfin, qu'on atteint pour moi une limite politique, quoi. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est dépensée, tous les milliards d'euros qui sont dépensés pour la conquête spatiale, en plus, vraiment, le mot conquête est un mot qui est très, très patriarcal et un peu dégoûtant, quoi. Mais c'est de l'énergie, je comprends pas qu'on la dépense là-dedans, au lieu de la dépenser pour toutes les difficultés auxquelles on est en train de faire face là sur Terre. Alors, je vais pas non plus être trop extrême, je veux pas dire qu'il faut arrêter tout ce qui est exploration spatiale, etc. Je pense qu'il y a plein de recherches qui sont faites dans l'ISS qui servent aujourd'hui, par exemple, la médecine ou la biologie et qui sont utiles à l'humanité. Mais en fait, on a mis le pied sur la Lune, on a fait des missions autour de la Lune, on l'a cartographiée. Quel intérêt d'aller y foutre une base, en fait, d'aller dépenser des milliards et des milliards d'euros pour aller y mettre une base, à part pour montrer, enfin tu vois, il y a un truc un peu dégoûtant, encore une fois, ostentatoire, on est capable, regardez ce qu'on est capable de faire, quoi. Mais en fait, qui nous regarde? On attend les applaudissements de qui, en fait? Donc non, je trouve ça un peu dégoûtant, et de la même manière que je trouve dégoûtant tout ce qui est tourisme spatial, tous les gens, enfin la multiplication des choses qui vont dans l'espace. Là, si on regarde la carte des déchets qui orbitent autour de la Terre, on se rend compte qu'on a déjà fait de l'espace un dépotoir. Et ça c'est quand même gravissime. Encore une fois, l'espace n'appartient à personne. L'espace appartient à tout le monde, donc c'est un endroit qui devrait être préservé de ça. Donc non, la conquête spatiale me dégoûte. Et même si évidemment elle suscite une curiosité d'enfant, et moi je rêverais d'aller dans l'espace comme plein de gens, tu vois. Mais en fait, c'est des rêves qui sont pas supposés être réalisés, sauf par les quelques élites qui parviennent, par les études et des compétences très poussées, à se rendre utiles dans l'ISS. Mais en fait, quand tu vois des gens comme la meuf de Bezos et tous ces abrutis qui dépensent des dizaines, des centaines de tonnes de CO2 juste pour aller 10 minutes dans l'espace et rentrer et dire voilà, regardez, tout est possible et tout. Non, mais en fait, cousin, ferme ta gueule déjà. Enfin, je suis désolé, mais tout n'est pas possible. C'est possible juste parce que t'es blindé de thunes et que cette thune, elle vient pas de ton travail en plus. Bon, bref. Donc ça me dégoûte. Enfin, en fait, si vraiment c'est un truc qui nous intéresse, on a des jeux vidéo, des films qui nous montrent des images incroyables. Je prends Gravity, par exemple, le film Gravity ou Interstellar. C'est des films, quand tu les regardes, t'as l'impression d'être dans l'espace. Évidemment, t'y es pas, parce que t'es pas en apesanteur et tout, mais ça te donne un glimpse, quoi, tu vois, un truc de... Il y a même un truc que j'avais testé chez un copain à moi qui avait l'Oculus. Il y a un simulateur de déplacement dans l'ISS et c'est tellement bien fait parce que du coup tu t'accroches pour te déplacer. C'est tellement bien fait le ressenti Oh, que c'est j'avais cool. comme des vertiges par Mm. moment et j'avais vraiment cette sensation et je me Mm. rappelle même quand je l'ai testé. Donc moi j'avais les lunettes et c'était projeté sur la télé chez mes potes. Donc elle était enceinte et ça lui avait déclenché des Ah oui. nausées Ouais. tellement c'était Mm. réaliste de Ah, mouvement. c'est trop drôle. Incroyable. Tu parlais au tout début de l'interview que si tu en avais l'occasion, t'aimerais en faire ton métier, enfin en tout cas peut-être dans la transmission ou dans l'apprentissage de l'astronomie. Est-ce que tu as poussé un peu la réflexion et tu l'as envisagé vraiment comme, je sais pas, une reconversion, une suite de Mm. carrière ou une activité secondaire? C'est une amie de ma compagne actuelle qui m'a dit, mais en fait, pourquoi Mehdi il fait pas ça dans la vie après une soirée astro? Et en fait, c'est simple, si je fais pas ça dans la vie, c'est que pour l'instant, j'imagine pas que ça puisse me rapporter suffisamment d'argent pour vivre. Mais si un jour j'arrive à me créer un style de vie qui me permette de vivre chichement, c'est-à-dire, enfin, je vis déjà chichement, hein, mais enfin, chichement, non, je vis pas chichement, mais j'ai pas des besoins extrêmes non plus. Voilà, si j'arrive à trouver un mode de vie où j'arrive à vivre sans avoir besoin de trop d'argent et que j'arrive à faire rentrer de l'argent avec ça, ouais, ça pourrait être une option de reconversion pour faire un truc qui fait vraiment sens pour moi. Après, j'avoue que mon rapport à l'argent est un rapport assez détaché et moi, ça me fait du bien de le faire gratuitement. Que les gens, ils soient pas là à la fin à se dire, OK, il faut sortir 20 euros, il faut sortir 30 euros, tu vois. Mais moi, après, mais jamais l'idée d'offrir ça aux gens. C'est aussi, moi, ce qui me fait du bien humainement, c'est quand même de le donner. Alors je comprends cette réflexion, mais ce que je me dis aussi, c'est que l'avantage quand on fait ta profession,
c'est que tu peux y consacrer plus de temps, plus de moyens, et donc offrir une expérience plus importante, plus qualitative. C'est pas Et déconnant, ça, hein. c'est quelque chose que tu ne peux pas faire quand tu le fais vraiment, quand tu as du temps, quand c'est possible, quand tu as le matériel, tout ça. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le détachement par rapport à l'argent, mais je pense aussi que c'est comme tout, en fait, quand tu as la possibilité de te consacrer pleinement à une activité, à débloquer des moyens sur cette activité, le partage que tu peux apporter de cette activité est d'autant plus qualitatif, grand et impliqué que si tu le fais gratuitement sur ton temps libre. Alors après, bon, c'est un autre sujet, mais c'est parce qu'en fait, en ce moment, j'écoute un podcast sur le rapport à l'argent qui m'intéresse énormément et je t'en parlerai en off, mais vraiment, ça m'amène à beaucoup de réflexions de ce côté-là. Mais je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que demain, est-ce que tu serais capable, par exemple, d'investir auprès d'un professionnel, d'un guide qui soit spécialiste d'un sujet pour vraiment t'apporter les connaissances, pour vraiment t'apporter de l'information et une visite ou une découverte vraiment structurée, qualitative, etc. Est-ce que toi, tu serais prêt à investir dans ce genre de prestations, par exemple? Et si je suppose que si tu veux débourser de l'argent là-dedans, c'est parce que tu estimes que ce que tu payes, c'est aussi le temps de cette personne, le temps d'investissement. Ah non, mais bien sûr, non, mais je considère pas que ce soit Et déconnant, hein, de donner de l'argent pour ce truc-là et même d'en réclamer, enfin, d'en réclamer, entre guillemets, d'en que ce demander, soit quoi. rémunéré, en tout cas. Oui, voilà, je considère pas que ça soit déconnant, c'est juste, j'ai des réticences à le faire à cause de mon rapport à l'argent et aussi parce que professionnaliser quelque chose qui compte vraiment pour moi, j'aurais peur de l'abîmer, hein, en faisant un truc où je suis obligé d'y revenir, alors que le fait de pouvoir y revenir par gourmandise fait que ça, c'est jamais une contrainte, quoi. Et en même temps, ça fait pas complètement sens avec ce que je disais au début, puisque je disais au début que, puisque c'est une passion, c'est un truc qui est jamais, qui faiblit jamais. En plus, je suis assez sensible à la théorie de Sartre, de la philosophie existentialiste, qu'en gros, on n'est jamais vraiment libre que quand on se définit une essence et qu'on y consacre tout le temps qu'on a et toute l'énergie qu'on a. Donc je pense que je me sentirais libre si je donnais toute mon énergie à l'astronomie. En vérité, je crois que la vie est longue, tu vois. Et moi, j'ai 36 ans, je suis pas si vieux que ça. Je pense que ça se fera un jour. Mais quand le cadre, j'aurais trouvé le cadre de vie qui convient, quoi. Tu vois, pour l'instant, je suis encore très urbain et tout, donc c'est compliqué de faire ça dans un cadre très urbain. Mais comme de toute façon, mon ambition est de m'éloigner un peu de la ville, peut-être que ça viendra naturellement, quoi. Du coup, tu l'as un peu survolé, mais je suis contente parce que c'est là où je voulais t'amener. Est-ce que tu penses du coup que passion et travail sont compatibles? Bah ouais, heureusement. Est-ce que le côté obligatoire et le côté mission, résultat, ça vient pas entacher un peu Je pense que ça peut éroder la passion et l'abîmer, tu vois, parce qu'en fait, mine de rien, le travail répond à des impératifs de rendement, de gagner de l'argent, et que quand tu viens calquer ces impératifs-là sur un truc qui te passionne, je comprends que ça puisse corrompre un peu ta passion, tu vois, ou en tout cas l'abîmer un petit peu, et voilà, c'est peut-être un fantasme, hein, mais je pense que c'est une réalité qui est possible, quoi. Mais je pense que c'est jouable, c'est juste qu'il faut trouver un modèle économique qui te détruit pas, qui détruit pas ta passion, qui te permet de vivre quand même un petit peu, enfin, c'est complexe, quoi. On vit dans un monde où c'est pas si simple que ça de vivre de sa passion, quoi. Sauf quand ta passion, c'est le business. En tout cas, moi, je te connais depuis quelques années maintenant, on va dire. Tu es quelqu'un qui aime le côté transmission du savoir, quand c'est des sujets qui t'animent notamment, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, quand c'est quelque chose qui t'enflamme, mais au sens bon du terme, on va dire. Tu as ce côté très investi pour en parler, pour chercher les informations, pour chercher les mots, pour le vulgariser. Et il y a des gens, tu sais, qui peuvent beaucoup aimer quelque chose, mais qui n'ont pas ce désir de transmission parce qu'ils peuvent aimer quelque chose de façon vraiment unique et en solo, etc. Et c'est une très belle façon aussi d'apprécier une discipline. Mais toi, tu as ce côté-là quand même, transmission. Tu as ce côté vulgarisation, tu as ce côté presque prof, tu vois. Je me suis souvent posé la question de pourquoi, parmi les reconversions que tu as eues, tu t'es jamais lancé sur quelque chose qui ressemblerait pas forcément vraiment à de l'enseignement, mais au moins à de la transmission. Et du coup, la question que je me pose, notamment avec toutes les sources d'informations qu'on peut avoir à l'heure actuelle, est-ce que tu as jamais pensé, je sais pas, faire
partie d'une communauté de gens qui s'échangent des informations. Ou peut-être que c'est le cas d'ailleurs, je sais pas, des clubs d'astronomes amateurs, ou même de partage comme on en voit sur des comptes Instagram ou des streams, comme je pense notamment à des comme Hugo Lisoire, je sais pas si tu connais, qui fait un peu de vulgarisation, enfin beaucoup de vulgarisation et d'information aussi. Ça t'a jamais branché de passer par ce modèle-là? Étonnamment, non, parce que je pense que plein de gens le font et plein de gens le font mieux que moi. En fait, je pense que la question que tu as quand tu veux démarrer un projet comme ça, c'est quoi ta plus-value? Et qu'est-ce que tu vas apporter que les autres n'ont pas? Alors évidemment, il y a toujours, t'apportes toujours quelque chose de différent, parce que t'apportes tes mots, t'apportes ta passion, t'apportes ta vision, t'apportes toujours quelque chose d'un peu différent, mais ça serait pas foncièrement déconnant, hein. Je pense que peut-être un jour je me chaufferai à faire ça, mais la transmission, notamment par YouTube ou par des vidéos, c'est une transmission qui est un peu déconnectée des gens. Moi, j'aime bien le fait de s'asseoir par terre, regarder les étoiles ensemble et créer un moment de reconnexion avec soi-même et avec les autres. Et ça, c'est un truc que YouTube permettrait pas forcément ou que le format vidéo streaming permettrait pas forcément. Donc voilà, ça, je suis pas sûr que ce soit une de mes options. Il y aura l'option peut-être prof ou autre comme ça, mais ça, c'est pareil. Enfin, le métier de professeur est fermé dans un cadre qui le tue à l'heure actuelle et dans un manque de moyens qui l'étouffe. Et je pense pas que j'aurai les moyens de partager ma passion dans un cadre de professorat classique. Donc ça, c'est pas une option non plus. Voilà, non, en fait, voilà, la transmission m'intéresse, mais pour l'instant, le seul format que j'ai trouvé qui me plaise vraiment, c'est les soirées astro, où on est entre 10 et 30 allongés, et en fait, on parle de tout ça, on se pose des questions, on échange le ressenti. Voilà, ça c'est le format. Après, ouais, peut-être que je pourrais enfin, en faire quelque chose de plus récurrent. En fait, je pense que ça viendra. Je sais que je l'ai dans un coin de ma tête. Donc, encore une fois, je pense que la vie est longue. J'en suis pas à cette étape-là de ma vie. Mais ça viendra peut-être. Sinon, il faut que tu montes ton propre planétarium. Ouais, pourquoi pas. Après, j'avoue, j'ai déjà été dans des clubs d'astronomes amateurs et tout. Mais je sais pas. Peut-être que c'est l'ego. Peut-être que j'ai du mal à confronter. Peut-être que j'aime trop être le sachant dans un truc où tout le monde se pose des questions, tu vois. Que ça me fait un peu mousser et que ça me fait du bien à ma confiance, j'en sais rien. Je sais pas si c'est ça. Mais quand je suis dans un club d'astronomes amateurs et que tout le monde a des trucs à raconter, je trouve ça cool une fois, tu vois. Mais j'y retournerai pas forcément. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est intéressant que tu l'aies analysé en tout cas. J'ai essayé un peu de l'analyser parce que ça pose question. Tu te dis pourquoi est-ce qu'en tant qu'astronome amateur, tu kifferais pas aller parler avec les autres astronomes amateurs. Je l'ai fait, tu vois. Encore une fois, ça m'intéresse et c'est vrai que ça me fait passer des bons moments, mais pas en mode pas trop Oui. souvent, tu vois. Je préfère parler avec des gens qui se posent des questions plutôt que des gens qui ont justement cette posture de plutôt de prof, quoi, tu vois. Quand tu prends du temps du coup pour l'astronomie, que ce soit pour l'observation, l'étude, c'est quelque chose du coup que tu préfères quand même faire en groupe avec d'autres personnes dans le cadre du partage, ou c'est quelque chose que t'aimes quand même prendre comme un temps perso, un peu parce que tu parlais de méditation, tu sais, en début d'interview. Est-ce que c'est quelque chose du coup auquel t'aimes accorder du temps, mais sur ton temps perso vraiment Je vais très peu sortir seul et aller regarder les étoiles seul. Le temps perso que je consacre à l'astronomie, c'est vraiment un temps qui est lié à mon rapport à cette matière qui est le rapport d'enfance, quoi. C'est-à-dire, je vais aller sur mes petits logiciels, regarder le ciel à tel moment, à tel endroit, etc. Je vais aller sur telle page Wikipédia de telle étoile pour me rappeler c'est quoi ses propriétés, etc. Mais je vais pas trop sortir regarder le ciel tout seul. Non, parfois, quand je passe à vélo dans un coin, que je vois que le ciel est dégagé, je m'arrête un peu, je regarde, tu vois. Mais les moments que je passe vraiment longtemps sous les étoiles, c'est vraiment des moments avec les gens. Parce que ce qui décuple la passion, c'est vraiment le fait d'être entouré de personnes avec lesquelles discuter, je sais pas, émotion. Tu sais, quand tu fais passer tout ça dans la sphère intime, un peu, tu vois, il y a le côté, on s'émerveille, on parle science, et puis en fait, on parle aussi de ce que ça nous fait ressentir et ce que ça raconte sur nous, nos espoirs, notre conception de la vie, de la mort, de l'existence. Enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Ok. Donc, Même quand il y a des événements un peu particuliers, tu sais, il y a pas longtemps, on a eu les aurores boréales qui étaient visibles avec les téléphones. Il y a eu. ouais, Ouais. bah, voilà, figure-toi, quand il y a les aurores boréales, je vais pas chercher forcément à en Ok. voir, tu vois. J'ai trouvé ça beau, je les ai vus en photo et tout, je trouve ça stylé, je trouve ça cool, tu vois, mais c'est pas, je vais pas courir après. Alors Ok. que, tu vois, si ça avait été une étoile qui avait explosé, j'aurais couru Oui, après. oui. Voilà. Là, oui, c'est direction la voiture, Ah ouais, là, c'est dans le champ de dégâts. voilà, exactement, et au minimum, quoi. Si tu penses à tes tout débuts où tu découvres l'astronomie, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon de pratiquer, d'observer, d'étudier? Je parle pas des compétences acquises parce que ça, bien sûr que tu as acquis plus de savoir, plus de méthodes, etc. Mais qu'est-ce qui a changé d'un point de vue mindset presque, tu vois?
Waouh, je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Est-ce que mindset, qu'est-ce qui a changé dans mon approche de l'astronomie? Bah, en fait, le truc, c'est que je sais même pas si ça a beaucoup changé, en fait. J'ai l'impression que c'est la même approche, et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que bah, quand j'étais petit, j'ouvrais un bouquin pour aller voir, voilà, pour découvrir que Jupiter est fait de gaz et qu'on peut pas atterrir dessus, donc ça me fascinait. Et aujourd'hui, bah, c'est pareil, j'ouvre une page Wikipédia et je lis la description d'une étoile et je me dis, ah ouais, celle-là, elle est de tel type, elle a telle distance, elle a tel âge. Donc je suis pas sûr que ça ait vachement changé. Ce qui a vachement changé, c'est en fait peut-être le rapport aux autres, tu vois, le fait que les autres soient beaucoup présents dans qu'il y ait la transmission. Évidemment, il n'y avait pas la transmission à la base, mais en fait, quand je dis ça, je me rends compte que c'est pas forcément vrai parce que, et là, je vais parler du petit moi insupportable, mais quand j'avais 7, 8, 9 ans, que j'étais en CE1, CE2, etc., à peu près tous les ans, tu avais un moment où le prof te demandait de faire un exposé avec des copains, tu vois, des copines. Et systématiquement, donc je me retrouvais avec mes copains et j'imposais le sujet. Tu sais, avec mon caractère de merde, là, tu vois. Les potes étaient là, genre, ouais, les dinosaures, c'est trop cool. T'es toujours le même sujet, les dinosaures, c'est trop bien. L'Égypte et tout, les dieux et tout, les hiéroglyphes. Ces sujets qui sont trop cool. Enfin, tu vois, genre, quand t'es petit, ça me fait passionnant. Moi, j'étais là, genre, non, non, mais ça sera les étoiles, ça sera les planètes, tu vois. C'est l'astronomie. Donc, et donc forcément, enfin, j'ai l'impression de faire le même exposé tous les ans, tu vois. Donc un exposé sur les planètes, etc. À l'époque, je connaissais la distance de chaque planète, précisément en kilomètres avec le Soleil et tout. Nan. Et donc il y avait déjà le truc de transmission, tu vois. J'avais déjà envie de partager ça avec des gens. Donc en fait, je saurais pas dire ce qui a changé, parce que j'ai l'impression que mon rapport à l'astronomie a toujours été le même. C'est juste qu'aujourd'hui, il s'est politisé. Il s'est inscrit dans une démarche, dans une compréhension politique de l'univers que t'as forcément pas quand t'es en CE2, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Si, carrément. Ok. Et tu dirais quoi à ton toi du passé quand tu as commencé à découvrir l'astronomie? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais au petit Med qui impose ses sujets en exposé ou qui découvre dans un bouquin Bah tout ça? déjà, attention à ton caractère, mon petit gars, parce que tu vas pas te faire que des copains. Quel conseil je lui donnerais? Là, pour l'instant, j'ai envie de dire aucun, parce que je suis trop heureux de la manière dont l'astronomie a influé chaque âge de ma vie, tu vois. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit, ah, ça me fait chier, ou... Si, peut-être, éventuellement, accroche-toi un peu plus en physique-chimie, tu vois. Je sais que calculer le diamètre d'un cheveu, bah, c'est peut-être pas aussi excitant que comprendre ce qui se passe quand deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Mais en vérité, peut-être que bah, tu aurais pu devenir astronaute, tu aurais pu devenir astrophysicien, peut-être que ça aurait changé ta vie. Alors, je suis très content de la vie que j'ai eue, mais voilà, peut-être accroche-toi un peu en physique-chimie, même si les profs sont nuls. En même temps, tu vois, c'est pareil, ça, je ne changerai pas, parce qu'il y a une vraie revanche, c'est-à-dire que je me rappelle que mon prof de physique-chimie en seconde, là, qui disait que j'étais un minable, tu vois, que j'avais 3-4 de moyenne, je trouve qu'il y a une revanche énorme parce qu'aujourd'hui, je fais des soirées astro avec notamment des astrophysiciens, des gens qui sont en thèse astrophysique et qui repartent en me disant bah merci, j'ai appris plein de trucs, tu vois. Et en fait, j'ai pas besoin, moi, d'être dans un laboratoire et de faire des milliers de calculs sur des ardoises. Je vis ma passion comme j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire avec mon niveau de vulgarisation, sans y consacrer tout mon énergie mentale jusqu'au point tu vois, de me torturer l'esprit sur des modèles physiques, des modèles théoriques, etc. Donc, non, j'ai pris ma revanche, tu vois, même sur les trucs que j'ai ratés, quoi. Où j'aurais pu faire mieux, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce concept-là, quoi. Question un peu difficile. Objectivement, tu dirais que tu as un bon niveau en astronomie? De toute façon, comme tu dis, on se connaît depuis longtemps, donc moi, je suis pas forcément la personne la plus humble du monde. En tout cas, je suis capable de dire là où j'y connais rien, tu vois. Autant que je suis capable de dire là où je m'y connais bien. Et je pense qu'en astronomie, je pense que si des astrophysiciens ont été capables de dire que je leur ai appris des trucs, c'est qu'a priori, je maîtrise pas trop mal mon sujet. Alors après, je pense que des gens qui m'ont entendu parler tout à l'heure de l'or et des supernovas et tout ça, et qui m'ont entendu utiliser des mots qui sont approximatifs, doivent se dire, mais il est fou, lui. Je suis peut-être pas un expert, mais je suis capable d'en parler. En fait, moi, je pense qu'on maîtrise un sujet quand on est capable d'expliquer des trucs complexes de manière simple à des gens qui y connaissent rien et qui après peuvent se dire bah, j'ai compris. Ça, c'est pour moi ce qui signifie que tu maîtrises un peu un sujet. Et je pense que c'est ce que je fais dans les soirées astro. Il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément de compréhension de tout ça et qui repartent avec des billes. Même si je sais que mes soirées astro sont perfectionnables. Comme à peu près tout. Comme à peu près tout. Voilà, j'ai atteint ce stade-là. Donc je pense que je suis assez confiant dans mes connaissances. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter autour de l'astronomie? Ouais, on m'a volé mes jumelles en pétant la vitre de ma voiture. Yes. Voilà, super anecdote, c'est vraiment génial. Bah, au-delà de toutes les soirées astro qui sont des moments pour moi un peu émouvants et qui me font rentrer chez moi avec un sentiment d'accomplissement et de plénitude, peut-être la première fois
en Australie, pendant un peu le grand voyage de ma vie, là, on était dans le désert, quoi, et on a vu pour la première fois un ciel vraiment, 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 vraiment noir, quoi. Et là, on a vu des centaines et des centaines d'étoiles avec la Voie lactée très visible, le petit et le grand nuage de Magellan, qui sont des petites galaxies pas très, très, très loin de la Voie lactée. Et là, en fait, tout ce que tu croyais savoir sur l'observation des étoiles, parce que tu les avais observées dans un cadre où t'en vois que quelques-unes qui sont très facilement reconnaissables, là, en fait, t'en vois des centaines d'un coup et tu peux plus te repérer. Parce que déjà, genre, mais en fait, il y en a trop. Même ce ciel-là, je le connais, normalement, je sais te dire, ta étoile est là, etc. Là, c'est impossible. Et cette vision de la quantité d'étoiles nous a bouleversés. Enfin, je me rappelle que c'est un truc qui nous a, waouh, tu vois, mis une petite gifle, quoi. Pareil, les premières fois où j'ai mis mes yeux dans des jumelles et où j'ai vu là, qu'en fait, derrière les étoiles qu'on voit à l'œil nu, il y en a des centaines et des milliers, et qu'en fait, mais c'est ça que dans l'astronomie, tout est bouleversant. J'ai pas un souvenir. Là, tu vois, il y a pas longtemps, il y a eu, je sais pas, j'ai vu une photo qui a été prise par Hubble d'une autre galaxie, d'Andromède, et il te montre, enfin, tu vois la quantité de points blancs, et tu sais que tout ça, c'est des étoiles. Et t'as d'autres photos où en fait, t'as quasiment la même photo, mais en fait, tous les points sont pas des étoiles, mais des galaxies. Tu te dis, mais en fait, c'est une dinguerie, en fait. Mais il y a trop, et c'est trop. Donc, ouais, tout ça, j'ai pas d'anecdote précise. Tout est incroyable dans l'astronomie pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter ou des choses à partager que j'aurais oublié de te demander? Non, j'ai l'impression d'avoir déjà énormément parlé. Voilà, j'encourage toutes les personnes que ce sujet intéresse, ou même que ce sujet intéresse et qui en ont un peu peur, à déjà peut-être ouvrir des bouquins sur ça et à se rapprocher de clubs d'astronomie. En fait, il y a vraiment tous les clubs d'astronomie de France ont des soirées portes ouvertes pendant lesquelles ils permettent aux gens de regarder un télescope, pendant lesquelles ils racontent un peu ces histoires-là aux gens. Toutes les personnes qui ont bénéficié de ça m'ont toujours dit mais c'est trop cool ces soirées-là. Donc voilà, d'ailleurs pour des dates ou pour des soirées entre potes, si vous savez pas quoi faire, t'en as toujours là un peu genre mais qu'est-ce que je fais avec ma copine ou mon copain pour changer un peu de l'ordinaire. Voilà, soirée astronomie, pour moi ça manque quasiment jamais, quoi. À la limite, même sans club amateur, même sans astronome amateur à côté, achetez un bouquin d'observation qui vous guide un petit peu et partez quelque part où il n'y a pas trop de lumière et essayez de repérer des constellations. Et déjà, c'est un moment, tu vois. Après, t'en parles, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, les étoiles. Enfin, voilà, c'est peut-être un petit conseil auprès des gens. Ne mourrez pas, ne vieillissez pas sans jamais avoir pris le temps d'arrêter un peu la course folle du temps, justement, en regardant les étoiles le temps d'une soirée, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'ai fait beaucoup parler, Bon, mais c'était j'espère cool. que c'était un bon moment quand même. C'était parfait, c'était vraiment très bien. Et bien, en tout cas, merci pour toutes ces informations, d'avoir partagé tout ça. On aura Merci. peut-être l'occasion de parler des autres passions, un de ces quatre. Ouais, prochain épisode, les frites. J'espère bien que ce sera le prochain. 1h45 de frites, voilà. En même temps, je les ai déjà dégustés, ça vaut le détour quand Ouais, même. bien sûr. Il y a quand même une sacrée religion autour de ça. Le problème, c'est que tu risques d'avoir des millions d'abonnés et direct derrière. Donc, Ouais, je vais peut-être attendre un peu de temps pour Oui. pas avoir trop la folie, tu sais, de la visibilité trop rapide. voilà, bien Ouais, sûr, non, je sinon- comprends. Ça me paraît pertinent. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a donné envie de découvrir d'autres passions et même pourquoi pas de venir parler de la vôtre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et de lui mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Pensez également à suivre la page Instagram de Passionnés pour ne rien manquer. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite, restez curieux et surtout passionnés.